quand on regarde sur les crises économiques, souvent c'est un actif qui reste quand même très résilient. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Warren Buffett, du coup plutôt sur la partie bourse, qui a dit en 2022 que le plus gros risque systémique de crise économique mondiale, c'est lié à la dévalorisation des actifs de bureau. Et d'ailleurs, on commence à le voir, notamment sur les SCPI, qui ont pour certaines une grosse dévalorisation parce qu'elles avaient une surpondération sur ces actifs-là. Il y a une évolution de marché qui se fait et qui va se faire de plus en plus. On ne pense pas à une disparition des bureaux ou des commerces, mais simplement une évolution de ce marché qui fait qu'il y aura une tension moins importante et donc des prix qui mécaniquement vont baisser sur la location et donc de fait sur le prix d'achat. Souvent j'ai tendance à recommander le bail commercial, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps une stratégie qui était vraiment smart. Alors il faut réussir à le négocier, mais c'est en fait... Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis aux côtés d'un investisseur, grand investisseur, lotisseur, qui a fait la une des journaux. Il y a une époque, oui, en effet, ouais. D'ailleurs, justement, j'ai envie que tu te présentes et que tu expliques, parce que quand on s'est rencontrés, évidemment, je pense qu'on fait tout ça quand on recherche un petit peu qui est la personne, etc. Ouais. Et directement, je suis tombé sur le fait que à 23 ans, ouais. tu avais acheté pour faire un lotissement ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Et je veux bien en savoir plus parce que du coup, j'ai vu les news, je me dis, mais c'est qui ce mec? Ok. Même si on avait déjà pu échanger, puisque on s'était rencontrés. Oui, parce que initialement, j'étais un client de ton studio, Ouais. on peut le dire, je pense. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et du coup, je me suis dit, putain, mais à 23 ans, lotissement, et tu avais fait un truc aussi, tu avais fait un coup avec une procédure de liquidation judiciaire ou quelque chose comme ça. Donc, je veux bien en savoir plus. Je t'en ai parlé de ça. Tu m'en avais parlé. Il n'y parlé. a pas d'article de presse, je crois. Je crois qu'il évoque, je crois. Ok. Et je me dis, ah putain, c'est intéressant, parce que tu es spécialisé dans l'immobilier. Ah oui, la liquidation sur l'achat du lotissement. Ouais. Ok, mais à coup de pas. Non, parce que j'en ai fait une autre aussi avant acheter une maison. Je me disais, tiens, je t'en ai parlé. T'es comme un vautour, en fait. Bah, je suis... Non, sur la partie business, je pense qu'en immobilier, il y a des sujets qui sont importants, mais c'est vrai qu'être opportuniste, on en parlait tout à l'heure, où tu disais c'était un monde de requins, le business. Je mettrais une nuance, juste, je vais essayer de digresser trop, mais le business, c'est un monde de requins. Mais tu vois, là, actuellement, je suis aussi beaucoup dans le monde public. De par l'activité qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être pire même. Et c'est bien pire. Ouais. C'est bien pire. Mais il n'y a aucune pitié. On pourrait croire que, même si la vocation, c'est d'aider les gens, notamment sur des publics, tu vois, nous, on va avoir logement, j'y reviendrai, mais pour loger malades du sida, femmes battues, etc. Donc, il y a une vraie vocation d'aider les gens. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais dans ce milieu-là, il n'y a aucune pitié. Ils sont sans foi ni loi. Ils s'engagent, ils se rétractent, ils n'ont pas de parole. Enfin voilà, il faut tout signer. La fameuse phrase, les paroles... S'envolent, les écrits restent. Exactement, merci. Là, pour le coup, ça prend pleinement son sens. Tu as intérêt d'être sacrément rigoureux dans ce domaine-là, parce que le public, ils n'ont aucune pitié. Donc voilà, je fais une digression là-dessus. Mais du coup, ta question, c'était de savoir un petit peu... En fait, quitter, quoi. Bah écoute, j'ai envie de commencer quand même parce que je suis assez fier de l'avoir eu finalement, même si j'ai eu beaucoup de mal. Et souvent on a tendance à, je sais pas quelle est ta position d'ailleurs, je prends un risque en disant ça parce que je connais pas ta position, mais souvent on crache un petit peu sur les études. Et moi je suis quand même plutôt content finalement de l'avoir terminé. Donc je suis diplômé depuis l'année dernière officiellement d'un master, donc c'est assez récent. Et donc j'ai fait un parcours non pas classique parce que ça serait mentir. J'ai fait une classe préparatoire et ensuite je suis allé à Audencia. Je te disais tout à l'heure aussi dans la voiture, puisque juste à côté de là où on est, à Aix-en-Provence, il y a un sujet non pas militaire, mais on a digressé par rapport à ça parce qu'il y a un sujet par rapport à des déportés. Donc le mémorial, ouais. Exactement. Et donc on avait un sujet par rapport. Donc moi j'avais hésité à une époque à faire Saint-Cyr parce que c'était à côté d'un lieu de résidence où j'étais. Donc voilà, j'avais un peu toute cette éducation autour de cette rigueur d'une part, même si pour le coup je le suis pas trop, voire pas du tout en réalité malheureusement. J'aimerais bien l'être plus. Souvent, mais tu sais, quand j'étais jeune, mon prof de mathématiques, il mettait de la rigueur. Et d'ailleurs, il s'appelait Monsieur Leroy, et quand il marchait, il faisait de la rigueur, avec un cheveu sur la langue. J'ai essayé de l'imiter, c'est pas très gentil de ma part, mais il faisait tout le temps ça. Donc c'est vraiment ce qui m'a caractérisé, je pense, au départ. Et après, il y a l'aspect évidemment financier, et là sur l'éducation, où en parallèle de mes études, puisqu'avant de faire des études, je ne savais pas vraiment quoi faire, eh bien, je m'étais dit, je vais devenir rentier. Et donc, j'ai décidé en effet d'investir dans l'immobilier
à partir de... Je pense que cette décision a été prise véritablement en 2016. Et entre le moment où j'ai fait le choix d'y aller et le moment où on a acheté le premier bien, il s'est passé à peu près 2 ans. Ok. Je dis on parce que j'ai acheté avec mon père. Il n'était pas forcément investisseur immobilier de base, mais on en a parlé aussi en amont. Ils ont fait beaucoup, on a beaucoup déménagé. Et donc, lui voulait investir dans l'immobilier. Il l'a fait à travers la résidence principale, qui est toujours exonérée d'impôt sur la plus-value. Est-ce que ça durera? Voilà. Mais en tout cas, il y avait un intérêt de le faire, pas que économique, hein, évidemment, il bougeait aussi au niveau du travail. Et puis je t'ai dit, hein, je peux le dire, divorce, séparation, ils sont remis ensemble, mes parents. Donc voilà, on a beaucoup bougé. Et du coup, arrivé en 2018, du coup, il n'avait pas eu l'occasion non plus d'acheter des biens immobiliers. Alors à l'époque, il disait que c'était la faute de ma mère qui voulait pas investir. Je pense qu'en réalité, mon père, c'est plutôt parce qu'il est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. C'est pas méchant. Mais pour le coup, il a plein de bonnes idées. Il aide sur beaucoup de choses. C'est pas 100% vrai ce que je dis parce qu'il s'est tapé beaucoup de rénovations de maisons et Dieu sait que c'est relou. Mais c'est vrai que sur la partie administrative, le lancement de projet, etc., il avait plein de bonnes idées, mais des fois, il les faisait pas forcément. Et donc, moi, j'avais l'énergie à ce moment-là. Et du coup, on s'est dit, on va acheter une maison ensemble. Et donc, on a acheté une maison, non pas en liquidation judiciaire, mais elle était en... Alors, je sais pas le terme exact juridique parce qu'en fait, elle allait rentrer en adjudication, on allait passer devant le tribunal. Okay. Et nous, on s'est positionné juste avant. Donc, on a négocié avec la banque. Et la banque, au lieu d'aller au tribunal, nous l'a vendu directement. Donc, on a acheté une maison... Parce qu'il y avait une hypothèque dessus, il l'avait déjà saisi. Ouais, exactement. Ils avaient saisi la maison et donc ils essayaient de la vendre depuis 2 ou 3 ans. Et on l'a acheté à l'époque, tu vois, elle était à vendre au départ à 80 000. Donc là, je reviens sur ton terme vautour peut-être, mais 80 000 et on l'a négocié à 18 000. Donc moi, j'avais tapé à... Alors, elle était à vendre au tout départ à 80 000. Je crois que quand nous, on l'a visitée, elle était à 50. Et en fait, j'ai fait une offre à 15 000, elle a été refusée. Je suis remonté 16 000, 17 000. Et à 18 000, la banque a accepté. Et donc, c'est comme ça qu'on a acheté la première maison. Et qu'on a C'était quoi? C'était une maison, un studio? Ouais, non, c'était une maison, 100 mètres carrés. Mais où ça? Centre-Bretagne. Bretagne. Là-bas, l'immobilier n'est pas très. Alors, en fait, ça dépend d'où. Si tu vas sur la côte, ça vaut très cher. En fait, c'est vrai que c'est différent par rapport au marché du Sud. Le Sud, c'est globalement un peu cher partout. C'est super cher. La Bretagne, tu as des lieux en Centre-Bretagne qui valent encore aujourd'hui très peu cher. Tu vois, cette maison-là, je l'ai revendue l'année dernière. Je crois qu'on l'a revendue 43 000 euros. Donc, je ne l'ai pas vendue si cher, finalement. Et la maison, on l'a achetée 18 000. On a fait quelques travaux dedans et on l'a louée 500 euros pendant quelques années. Et donc, après, j'ai fait... C'est un beau rendement, quand même. C'était un beau rendement, ouais, c'était un très beau rendement. Après, il y avait des choses qu'on ne savait pas à l'époque, notamment la partie impayée, qu'on ne maîtrisait pas. Et c'est vrai que quand tu as des maisons comme ça, tu as des profils qui ne sont pas les meilleurs. Néanmoins, aujourd'hui, je pense qu'avec ce qu'on sait, ça peut rester une stratégie intéressante parce que tu peux avoir un dispositif, notamment le dispositif Visal. Ça te parle ? Ce dispositif, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent, le dispositif Visal, c'est une garantie de l'État et ça fonctionne très bien. C'est gratuit et c'est l'État qui se porte cautionnaire. Et pour le coup, ça marche très bien. Moi, je l'ai déjà mis en place, j'ai déjà utilisé pour des impayés. Franchement, on est payé rubis sur l'ongle, ça marche vraiment très bien. Et donc, on a acheté plusieurs maisons, plusieurs immeubles ensemble en parallèle de la classe préparatoire et puis ensuite de l'ENSIA. En gros, si je recontextualise, tu es toujours étudiant. Alors là, maintenant, je suis diplômé, mais à l'époque, ouais, j'étais étudiant, ouais. Pardon, ouais. Et donc, tu investis dans l'IMO. Ouais. Et tu sors d'où l'argent? En fait, on sort pas d'argent à ce moment-là. Alors moi, j'avais 12 000 euros au départ parce que mes parents m'avaient mis de l'argent de côté. En fait, à mon anniversaire, ils me disaient qu'est-ce que tu veux? Moi, je disais je veux mettre de l'argent de côté. Je faisais pareil. Voilà. Donc, je savais pas trop. Au bout d'un moment, j'avais eu des jouets. Le seul truc que j'ai pas eu, que j'aurais bien aimé avoir, c'était une mini moto quand j'étais petit. Mais mes parents voulaient pas me l'acheter. Donc ça, je l'ai pas eu. Mais sinon, après, on voulait acheter. Ils m'ont mis de l'argent de côté. J'ai travaillé, j'ai fait des boulots, etc. Donc, mis bout à bout, ça m'a permis d'avoir 12 000 euros. Mais ces 12 000 euros, je le précise parce que souvent on me dit ouais, mais tu avais de l'argent pour commencer. Alors, bon, c'est pas une somme énorme, mais j'avais en effet ces 12 000 euros pour commencer. Mais ils n'ont pas servi. Puisque la maison à 18 000 euros, on l'a achetée. Alors, de mémoire, je crois qu'on avait vraiment mis 0 d'apport. Il faut se remettre en contexte aussi. On est en 2018. Les conditions bancaires ne sont pas les mêmes. Et on fait un crédit faible. On fait un crédit, je crois, au total à 23 000 euros. Avec frais de notaire, tout remis au propre. Sur combien de temps en plus? Alors à l'époque, mon père il voulait absolument la rembourser le plus vite possible, donc c'était sur 10 ans. Okay. Mais donc, ça reste quand même des mensualités relativement faibles. C'était faible, c'était 200 euros, je crois. 220 euros par mois. En plus du cash flow positif. Voilà, exactement. C'était faible, on avait fait un peu les travaux par nous-mêmes, peinture, etc. On n'avait aucun mal à louer la maison. Je me souviens, on avait une dame locataire qui travaillait juste à côté dans une usine de poissons.
Tu vois, comme quoi la vie passe vite. Non mais c'est vrai, pareil, petite digression, mais c'est important quand même. J'ai écouté un podcast là tout à l'heure, et en fait, je voulais travailler dans le train, et le podcast, j'ai commencé à l'écouter, et il disait, mais en fait, profiter de la vie, quoi. Il y a des choses, et c'est vrai que, et là, je me suis dit, ouais, tu sais quoi, Nick, je suis fatigué, je vais me reposer, je vais écouter un podcast, je vais pas bosser dans le train. Et même ce soir, je dois aller à un event. Et en fait, ça me fait chier parce que quand je m'engage, je veux respecter cette parole. Mais là, je me dis, mais j'ai envie de passer un peu de temps avec mes potes, en fait. Je passe mon temps à bosser. J'ai mes potes à Paris. Et c'est vrai que je les vois pas tant que ça, finalement. Et j'ai envie de kiffer un peu parce que, tu vois, cette dame-là, elle a loué la maison. Je crois qu'elle avait, à l'époque, elle devait avoir 32, 33 ans. Ça faisait 2 ans et demi qu'elle vivait dans la maison. Et elle a dû partir. Donc elle, je pense qu'elle serait restée 15 ans ou 20 ans dans la maison. Parce qu'en fait, elle était dans son usine de poissons et elle s'est fait électrocuter, mais genre vénère, parce que il y a eu un câble, je sais pas quoi, il y a eu un bug sur la ligne où elle était. Et du coup, j'imagine qu'elle a peut-être dû aussi faire des choses qu'il fallait pas. Je pense que c'est un mélange de plein de choses, comme souvent dans des histoires. Mais du coup, elle a été électrocutée, handicapée à vie, elle pouvait plus marcher, elle arrivait plus à parler. Enfin, moi, je l'ai vu. Franchement, je suis pas très émotif, mais je l'ai vu entre la première fois où je l'ai mise en location. Donc c'était assez émotionnel parce que c'est la première maison qu'on a achetée. La première fois où on l'a mise en location, et je l'ai revue 3 ans après, parce qu'en fait, elle répondait pas au téléphone quand on l'appelait, etc. Machin, et elle avait genre 2 mois d'impayé ou un truc comme ça, et du coup, j'ai voulu aller sur place. Et je l'ai vu arriver, et franchement, j'ai eu les larmes qui sont montées, parce que je me suis dit, putain, c'est dur. Enfin, genre, elle m'a raconté l'histoire, en fait, ce qui s'était passé. Et du coup, là, elle pouvait plus accéder à ses comptes parce qu'ils avaient des machins, etc. Parce qu'elle avait toujours payé, en fait. Donc, tu sais, on s'était même dit, peut-être elle est morte, ou enfin, tu vois, il y a eu un truc, quoi. Et en fait, elle est partie quelques mois plus tard parce qu'en fait, la maison avait un étage, et du coup, elle pouvait plus monter les escaliers, quoi. Mais elle vivait avec ses enfants, c'était dur, tu vois. En plus, je me souviens, on était allé, je crois, que c'était en hiver, on devait être en janvier ou février, il devait rester le sapin de Noël qui avait été mis avant, elle venait d'avoir le truc. Enfin, voilà, franchement, c'était dur. Et donc, voilà, malgré tout, des fois, il faut quand même profiter un peu parce que ça peut arriver comme ça d'un coup, quoi. Et pour le coup, là, je l'ai vu. Donc c'est dur quand tu le vois comme ça. Oui, je comprends. Nous, on était en Corée, pareil. Tu dis, putain, on peut travailler. En plus, on a la chance de pouvoir travailler en ligne. Ouais. Donc, tu peux travailler, profite et effectivement, découvre d'autres choses parce qu'on travaille aussi énormément, parfois 12-15 heures par jour. Ouais. Et après, tu dis, bon, il faut peut-être relativiser, surtout on reste relativement jeune. Donc, si on le fait pas maintenant, on le fera Ouais. jamais. Et c'est Olivier Seban, je sais pas si tu vois qui c'est, Ouais. un mec qui fait des formations en IMO, qui a dit une phrase intéressante. Il a pas dit tout le temps que des choses intéressantes, mais là, c'était intéressant. Il disait, l'immobilier, c'est la vie des gens. Et c'est vraiment ça, parce que, du coup, là, comme je le disais, il y a une évolution de marché qui se fait, parce que la maison, elle se loue bien, mais d'un coup, tu as un impayé, parce que la personne, en fait, alors après, elle a payé, pour le coup, elle a été réglo, et voilà, ça s'est bien terminé, mais voilà, parce que c'est la vie des gens, quoi. La dame, elle est devenue handicapée du jour au lendemain, et c'est dur. Ça arrive. Ouais, du coup, t'es qui? Ouais, putain, je t'ai pas répondu encore. Putain, je suis pas un bon élève. De la rigueur. Je suis investisseur immobilier, et j'ai une structure aujourd'hui une société d'investissement qui fait du clé en main, où on accompagne, donc je suis entrepreneur. Je pense qu'aujourd'hui je suis plus entrepreneur qu'investisseur, parce que j'investis moins personnellement actuellement, notamment par rapport à cette histoire de lotissement. On pourra en parler si tu veux. Et donc du coup plus entrepreneur, et je suis mono-activité aujourd'hui. Jusqu'à l'année dernière, j'intervenais dans un centre de formation, où on travaillait avec tout un tas de formateurs en France. Mais là, aujourd'hui, on est mono-activité, et c'est très bien parce que ça permet vraiment de développer. On a une société en fait qui accompagne principalement, mais pas exclusivement, les entrepreneurs à investir dans de l'immobilier résidentiel qu'on loue à des entreprises ou à l'État, à des organismes publics. La thèse immobilière derrière, elle est très simple. C'est de se dire que quand tu commences l'immobilier, tu fais de l'habitation, parce que c'est facile, parce que tout le monde le comprend. Et quand tu te développes, tu fais de l'immobilier d'entreprise. C'est facile à regarder. Vous regardez toutes les SCPI, tous les foncières cotées, elles font quasi, pas uniquement, mais quasi exclusivement quand même, une grande partie de l'immobilier d'entreprise. Donc l'immobilier d'entreprise. C'est surtout que l'immobilier d'habitation, c'est la merde, quoi. Enfin, En fait, c'est réglementé. Voilà. C'est parce que en France, on a une politique où on protège la partie qu'on considère être la plus faible. Donc, on va protéger la personne physique. On considère que le locataire,
ce qui n'est pas tout le temps le cas parce que souvent, on peut être propriétaire mais on n'est pas forcément riche parce qu'on fait des crédits. Donc, du coup, on achète des biens et on considère que le locataire est la partie faible, donc on va la protéger en effet. Quand tu regardes le patrimoine des ménages, quand tu regardes les données de l'INSEE, tu vois bien qu'en réalité, les propriétaires... Alors après, je dis pas, il y a les gros propriétaires, c'est une chose, mais les personnes vraiment riches, entre guillemets, les mecs, c'est pas l'immobilier qui est la grosse partie de leur patrimoine, c'est le professionnel. C'est leur boîte, c'est leurs investissements, etc. Et le gros des propriétaires immobiliers, c'est la classe moyenne, entre guillemets. C'est les personnes qui vont acheter 1 ou 2 appartements, une résidence principale, une résidence secondaire. C'est clairement pas les mecs riches, quoi. C'est-à-dire une personne qui a acheté sa résidence principale et une petite résidence secondaire après avoir payé son crédit durant 20-25 ans, excuse-moi, c'est pas une personne riche, c'est une personne de la classe moyenne. Et c'est très bien. Et quand on tape sur le propriétaire, moi je trouve que c'est une absurdité. Mais bon, c'est en France, c'est un grand débat, quoi. Ouais, on a quand même... En fait, souvent, c'est pas... Il y a quand même un amalgame sur ce sujet-là. C'est que souvent, on a tendance à croire, et parce que c'est ce qui est dit, que c'est l'immobilier d'habitation qui est réglementé. Mais c'est pas tant l'immobilier d'habitation, c'est le bail d'habitation de la loi de 89 qui va loger des personnes physiques qu'on connaît tous, qui peut être meublé ou nu, peu importe, et qui va louer... nous, quand on va être locataire d'un logement, vous qui nous écoutez, vous allez la majorité du temps être sur ce bail-là. Après, il y a plein d'autres possibilités, et notamment de louer à des entreprises ou des organismes publics. Et là, on est sur une réglementation tout à fait différente. Et c'est des opérations qui peuvent être intéressantes parce que nous, notre test, c'est vraiment de se dire l'actif d'habitation a la résilience parce qu'il n'est pas uniquement financiarisé. Tu l'as dit toi-même, il y a plein de gens qui sont propriétaires de leur résidence principale, de résidence secondaire. Il n'y a pas un but uniquement financier dans ce cadre d'opération. Et donc, du coup, on a cette résilience de l'actif, le besoin primaire auquel il répond. De l'autre côté, on a de l'immobilier d'entreprise. Et là, on va avoir... alors, c'est quoi l'immobilier d'entreprise ? Souvent, c'est ce qu'on qualifie de bureaux, entrepôts, locaux d'activité, commerce, évidemment. Et donc, cette grande famille-là, elle a comme caractéristique d'avoir une contractualisation, elle, qui est beaucoup plus neutre, parce qu'on peut faire appel à un bail civil, un bail commercial, il y a plein de possibilités. Et souvent, ces baux-là, pour pas dire tout le temps, permettent d'avoir une égalité, une équité entre le propriétaire et le locataire, parce qu'on va considérer qu'on loue plus à une personne physique, mais à une personne morale, en l'occurrence une société. Et donc là, l'État va considérer qu'il n'y a pas de partie faible ou forte, et donc c'est négociation avec le locataire. Puis même les taxes foncières, tu le refourgues, par exemple. Plein de choses. Ouais. Mais alors, pour contextualiser, on est d'accord, d'un côté, en gros, si on schématise, tu as la partie habitation qui nous concerne, nous, à titre personnel, on va dire, qui est hyper chiant parce que du coup, il faut gérer les locataires, tu as le ballon d'eau chaude qui va péter, on est bien placé pour le dire parce que récemment, il a fallu changer le ballon d'eau chaude, donc encore, tu remets 700 balles, puis dès qu'il y a une couille, il y a ça, là on a eu un problème avec la pompe de relevage, il faut changer la pompe de relevage, il faut la déboucher, etc. Donc c'est quand même assez chiant. Parce que tu as une maison dont tu es propriétaire, c'est ça ? Une villa, et en fait on a eu le ballon d'eau chaude qui a pété. Ah oui, je crois que tu m'en avais parlé. Qui a pété il y a juste avant de partir en Corée. Alors en plus, imagine le stress de me dire putain, on part en Corée dans une semaine et il faut vite que je change le ballon d'eau chaude sur un appartement à Aix parce que sinon, comment je vais faire ? Et après, c'est en rentrant là c'était quelques jours avant de rentrer en Corée où les locataires d'une villa, il y a la pompe de relevage qui était bouchée. Ok. Changer la pompe. Heureusement, il a fallu la déboucher, il n'a pas fallu la changer. Parce que sinon, ça coûte une blinde encore. Coûter cher, Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais t'es soumis au baux d'habitation, on va dire, tu te retrouves du coup avec des personnes qui ont un profil aussi différent par rapport au bail pour les entreprises ou professionnels. Et ça, c'est quand même assez chiant. Et paradoxalement, on démarre bien souvent par du bail d'habitation. Oui, c'est vrai. Souvent. Ouais. Donc, on démarre quand même par la partie la plus chiante. Quoi. Ouais. Et il y a à côté... Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui s'arrêtent d'ailleurs. Ouais, voilà. Mais... Alors qu'à côté, pareil, on a eu des locaux d'entreprise où là, effectivement, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est trimestriel, tu le refourgues toutes les charges, dont notamment la taxe foncière. Et comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça ? Nous, notre thèse, en fait, c'est de se dire que du coup, il y a la résilience de l'actif. En fait, c'est vraiment l'habitation, on a la résilience de l'actif. Donc, quand on regarde sur les crises économiques, souvent, c'est un actif qui reste quand même très résilient. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Warren Buffett, du coup plutôt sur la partie bourse, qui a dit en 2022 que le plus gros risque systémique de crise économique mondiale, c'est lié à la dévalorisation des actifs de bureau. Et d'ailleurs, on commence à le voir, notamment sur les SCPI,
qui ont pour certaines une grosse dévalorisation parce qu'elles avaient une surpondération sur ces actifs-là. Donc, c'est vraiment cette thèse-là, c'est de se dire qu'on a la résilience de l'actif sur l'immobilier d'habitation et de l'autre côté, on a un intérêt, notamment contractuel, mais aussi sur le locataire, le preneur à bail, sur l'immobilier d'entreprise. La limite de l'immobilier d'entreprise, selon nous, notre réflexion, c'est qu'on est sur une digitalisation de plus en plus forte de la société. Qui est accentuée par le Covid. Etc. Exactement, qui était fortement accentuée par le Covid, notamment sur les actifs de bureau. Mais nous, notre théorie, c'est de se dire que les deux actifs principaux qui sont quand même les bureaux et les commerces, après il y a les locaux d'activité, ça c'est différent, on pourra en discuter si tu veux, mais sur les locaux d'activité et les commerces qui représentent une grosse proportion, notamment des détentions sur les foncières, etc., il y a une évolution de marché qui se fait et qui va se faire de plus en plus. On ne pense pas à une disparition des bureaux ou des commerces, mais simplement une évolution de ce marché qui fait qu'il y aura une tension moins importante et donc des prix qui mécaniquement vont baisser sur la location et donc de fait sur le prix d'achat. Donc c'est vraiment notre thèse immobilière et donc on s'est dit on va pas faire l'un ou l'autre, on va faire les deux en même temps. On va prendre la résilience de l'actif et l'intérêt contractuel de l'immobilier d'entreprise et l'intérêt aussi du locataire. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et donc on a tout type d'opération. Tu vois par exemple demain matin, je suis assez content. J'espère que ça se fera et que ça ne me portera pas préjudice d'en parler. Mais demain matin, par exemple, tu vois, je vais voir un immeuble, alors un hôtel particulier. Ils appellent ça hôtel particulier, mais c'est un joli nom pour qualifier un immeuble. À Montrouge, donc juste à côté de Paris. On est à 500 mètres de Paris. Et là, l'objectif, c'est d'acheter l'ensemble. Donc, il fait 300 mètres carrés, 50 mètres carrés de cave, donc 350 mètres carrés au total. Et là, on a déjà le locataire en l'occurrence. Donc là, c'est cool. On a le locataire. Donc c'est une entreprise qui s'engage sur du 6 ans ferme. Donc c'est plutôt cool. Après, on va négocier avec eux la responsabilité potentielle de l'aménagement intérieur. Et on ne fait pas que des opérations comme ça. Je tiens à le préciser pour ceux qui nous écoutent. On fait aussi des opérations à côté. Alors, les plus petites opérations qu'on a fait l'année dernière, c'est 166 000 euros. Okay. Donc, souvent, quand on me dit, bon, j'ai un budget en dessous de 150 000, on préfère dire aux investisseurs qu'ils ont plus intérêt à le faire par eux-mêmes que passer par nous. Ok, donc en gros, pour vous, il y a un seuil quoi, pour pouvoir... Ouais. Si c'est en dessous de 150 000 euros, et même 150 000, c'est léger, mais à partir de 150 000 euros, on peut en discuter. En dessous, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais juste pour terminer, on fait cette opération et tu vois, le rendement n'est pas énorme parce que là, pour le coup, on va être à 6,5, mais ça intéresse des investisseurs et notamment 2 entrepreneurs qu'on a en portefeuille qui sont aussi par ailleurs des amis. Enfin, des amis, il y en a un, c'est un ami, l'autre, je dirais, c'est plutôt un copain. Et non pas que je l'aime pas, c'est juste qu'on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, donc ça serait mentir que dire que c'est un ami. Mais, et donc, les deux sont intéressés et tu vois, on a un rendement qui n'est pas énorme, mais pour le coup, c'est une opération qui est plutôt safe. L'immeuble, on le refait, il était complètement vidé. On va le refaire complètement. On a une entreprise qui reste minimum 6 ans avec un engagement long terme. Contractuellement, on va essayer de négocier le plus possible pour leur confier le maximum de responsabilités. Bon, c'est plutôt cool. Tu es proche de Paris, il y a quand même une résilience de l'actif. Et je crois qu'au total, il faudrait refaire le calcul, mais on arrive à 6 006 du mètre carré, alors que dans la rue, on est à 8 006 en moyenne. Donc, c'est plutôt cool. Donc, en gros, si je comprends bien, pour que ce soit bien clair, le but, c'est de prendre le meilleur des demandes du résidentiel, enfin, pour tout ce qui va être immobilier résidentiel, donc les personnes comme a priori toi et moi, qui en temps normal sommes soumis à des baux particuliers, et de le faire un mix avec les baux d'entreprise, enfin, l'immobilier d'entreprise. Mais comment ça se concrétise ? Alors, on loue à des entreprises qui vont loger leurs collaborateurs, ou on loue à des... Alors, en fait, il y a 2 marchés. Qu'on connaît en tout cas aujourd'hui. Un, les entreprises qui vont loger leurs collaborateurs. Donc, c'est-à-dire, toi, par exemple, tu as ta société et puis tu as besoin de loger des personnes parce que ils viennent sur place et ils n'ont pas de logement, etc. Et ça se fait de plus en plus parce que les gens ne trouvent plus de logement. Et je pense que demain, ça va continuer de se faire. Tu vois, j'imagine une guerre entre 2 géants du luxe. Demain, au lieu d'aller toujours chercher plus de salaire, peut-être que quand tu arrives et que tu es jeune actif, en fait, s'il y en a un qui te propose de trouver un logement sur Paris et il te dit j'ai un studio pour toi, mais je te paye 2005 ou 2000 et l'autre je te paye 3005 mais tu n'as pas de logement, j'imagine que demain ça pourrait être un vrai levier de négociation. Tu économises le loyer. Parce que déjà, c'est un avantage en nature pour la société. Donc, un, ça lui coûte moins cher. Et 2, c'est un vrai service rendu parce que dans beaucoup de villes en France aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de trouver un logement. Donc, il y a cette partie-là de l'activité. Et donc là, ça va dépendre des zones géographiques. Nous, on a commencé, alors, moi, je suis breton. Alors, je suis né à Orléans, mais je me considère comme breton.
Et donc, on a commencé par Saint-Nazaire, on a aussi fait à Nantes, puisque j'ai fait Audencia. Donc, l'école Audencia, c'est à Nantes, donc c'était plus facile de commencer par là. Puis après, on a développé Paris, parce que Paris a une activité économique forte. Et puis, vu qu'on a des investisseurs qui viennent de partout en France, c'est plus facile quand tu habites à Lyon, même comme toi dans le sud de la France, de dire on investit à Paris. C'est plus direct que si je te dis on va à Saint-Nazaire, tu vas peut-être me dire bon, t'es mignon, mais Saint-Nazaire, c'est même pas trop où c'est sur la carte, quoi. Bon, toi peut-être, mais en tout cas, il y a une partie importante des gens qui savent même pas situer Saint-Nazaire. Donc voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fonction des villes, il y a des stratégies différentes. Saint-Nazaire, on va être beaucoup sur un public ouvrier. Okay. On va être sur des personnes qui vont être des entreprises principalement européennes, qui vont être prestataires d'Airbus, prestataires des chantiers, prestataires de la raffinerie de Donge, qui sont les 3 fleurons de la ville, et qui vont venir pour des missions. Tu vois, là, par exemple, ce matin, on faisait le point avec une entreprise qui fait de la métallurgie. T'en as qui vont faire de la coque de bateau, t'en as qui vont faire de la carlingue d'avion. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout, mais c'est plutôt principalement un public ouvrier. Sur Nantes, on va avoir des entreprises partenaires, ça c'est un tip que je peux donner, notamment des entreprises de sous-location. Donc là qui vont louer ton logement et qui ensuite vont l'exploiter en courte durée par exemple. Pas mal, ouais. Et ça marche bien parce que si on contractualise de la bonne manière, en fait c'est un bon deal. Ça évite d'avoir les contrats de la courte durée. Donc en gros tu vas faire un contrat avec des entreprises qui font de la sous-location, et eux ils vont type faire courte durée, Airbnb, exactement. etc. Et eux ils font leur marge sur ton logement. Bien sûr, ouais. Et toi même si pour beaucoup de Français c'est mal vu parce que du coup ils profitent du propriétaire, etc. Enfin, ouais, voilà. Là dans ce cas-là, là, tout le monde est content. Et puis après, on a aussi les organismes publics, j'y viendrai après. Et puis après, tu vois, sur Paris, là, il y a un marché. Alors, il y a plein de marchés. Tu as les entreprises aussi étrangères et les entreprises françaises. Tu as beaucoup de cadres aussi qui viennent à Paris 2-3 jours dans la semaine en physique, qui habitent par exemple à Marseille et qui viennent du lundi au mercredi et qui recherchent un logement. Du coup, pour la semaine, ça leur coûte moins cher de louer un logement au mois que de louer. Donc, il y a plein de manières en fait de contractualiser et du coup des publics différents un peu partout en France. Et ça se fait même ailleurs, puisqu'il y a quelqu'un qui a écouté un podcast en juillet l'année dernière, quand j'avais fait un podcast avec Thomas. Et il a fait lui-même son projet à Lille, et donc là il nous l'a reconfié à la revente. Donc il y a possibilité de le faire partout en France. C'est juste que nous on peut pas développer le réseau tout d'un coup, donc c'est pour ça on y va petit à petit. Mais donc ça c'est sur la partie entreprise, et je termine peut-être sur la partie organisme. Et là après du coup, alors là c'est un marché énorme qu'on ignore souvent. Enfin moi je le connaissais pas du tout avant de m'y confronter. Et donc c'est des dizaines de milliers, enfin même centaines de milliers, probablement millions de personnes tous les mois qui sont logées par l'État en France. C'est énorme en fait. Tu as plein de publics. Tu as évidemment les réfugiés. En ce moment, on parle de la guerre, les réfugiés de guerre d'Ukraine, mais d'ailleurs. On a des femmes battues. Par exemple, souvent on se pose pas la question, mais quand une femme elle est battue, elle va où ? Enfin, voilà. Tu as jeunes mineurs isolés. On n'a pas toujours la place, tu vois, par exemple, si c'est pas un orphelin. Ou des foyers, tout ça. Il n'y a pas toujours la place, en fait. Donc, il y a des captations de logements. En fait, il y a une responsabilité de l'État, puisque l'État n'a pas pris la mesure et n'a pas construit suffisamment de logements dans le domaine public. Et donc, aujourd'hui, les acteurs publics financés par l'État viennent faire de la captation dans le logement privé. Et donc, en l'occurrence, ils viennent louer des logements un peu partout en France. Donc, nous, on l'a fait, ça, en l'occurrence, à Saint-Nazaire, on le fait à Nantes, on le fait en Île-de-France, parce qu'il n'y a pas que Paris. Pour le coup, il y a toute l'Île-de-France où il y a de la captation. Lille, évidemment, la ville dont je parlais tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment possible partout. Tu as une demande énorme d'organismes gigantesques qui prennent plein de logements. Donc en gros, le but, c'est bien de loger des personnes, c'est pas de mettre des bureaux d'entreprise comme on fait traditionnellement avec des baux commerciaux. C'est vraiment de loger des personnes comme toi et moi, mais dans des situations particulières, entre guillemets, soit parce que ce sont des salariés, soit parce que ce sont des personnes des publics en ont gérées besoin, par une association, comme tu disais, femmes battues, réfugiés et autres. La semaine dernière, j'ai eu l'Armée du Salut, pour te donner un chiffre. L'Armée du Salut au téléphone. Donc c'est marrant parce que j'ai mon pote qui était à côté et il me dit putain, quand j'étais petit, mon père il me disait ici c'est pas l'Armée du Salut. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais pour le coup l'association existe vraiment, c'est pas qu'une expression que quand t'es petit. L'Armée du Salut, ils ont besoin de 350 logements. Ils ont 350 personnes à loger d'ici fin 2025. Juste un exemple. Et ils trouvent pas forcément des personnes prêtes à. Ah non, ils trouvent pas. Ils trouvent pas parce qu'en fait c'est très mal marketé. Toi et moi, on est plutôt du monde marketing, enfin de ce sujet-là. Enfin, moi un peu moins peut-être que toi, mais en tout cas et en fait c'est mal marketé parce que les gens en fait quand l'association elle appelle déjà, tu vois, moi je vais te dire soit que tu loues à l'État, soit je vais te dire que tu loues à un organisme public. Ouais, bien sûr. Si tu dis association, ça fait peur à tout le monde.
Mais en fait, ces associations-là, ce qu'ils font bien comprendre, c'est que c'est l'État qui les finance. En fait, c'est l'État qui paye pour eux. Donc, c'est juste que l'État a externalisé un service et qu'ils l'ont mis sous forme d'association. J'imagine que ça leur évite peut-être de les intégrer, notamment dans les comptes publics ou ce genre de choses. Peut-être. Et ça évite que tout le monde crie « Oh là là, quel argent on dépense pour ces gens-là ?» J'imagine, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais il y a peut-être des raisons de ce type-là. Et donc, c'est très mal marketé parce que quand ils vont t'appeler, ils vont te dire oui, on va loger tel public, etc. Machin. Mais en fait, si tu contractualises de la bonne manière, même s'il y a un public en effet qui peut avoir il peut y avoir, je sais pas, par exemple, on peut avoir peur de loger. Je vais pas donner de public, je vais pas rentrer dans ce jeu-là, mais un public en particulier, on peut avoir peur de loger certains types de personnes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce qu'ils font dans le logement, derrière, c'est la responsabilité de l'organisme qui s'occupe de tout remettre au propre s'il y a le moindre problème sur le logement et qui s'occupe de payer tous les mois le bâtiment. Donc après, là où c'est vrai qu'il peut y avoir des problématiques sur ce type de sujet, c'est que si on achète un bien, notamment en copropriété, il faut accepter de se dire que peut-être que pour les copropriétaires, ça pourra créer la nuisance. Oui. Ça, c'est clair. Égoïstement, on n'aura pas de problème, parce que même s'il y a de la nuisance, au pire, les copropriétaires, ils vont gueuler, mais ils ne peuvent rien faire. On va rendre service à des personnes parce qu'on va les loger. On va être payé rubis sur l'ongle. Et on n'aura pas de problème pour retrouver le logement, il sera refait nickel même s'il y a eu des problèmes. Par contre, les voisins pourront pas. Et ça, par rapport au règlement de copropriété, il n'y a pas de souci. Il n'y a personne qui l'interdit. Parce que tu vois, le Airbnb, ça peut être. Mais tu fais de la longue durée, donc tu peux pas. Ok. Tu peux pas interdire. Légalement, c'est pas. En fait, tu vas louer. J'en parlais la dernière fois avec un propriétaire. Parce que justement, lui, il avait eu des contraintes, notamment sur des publics dans la copropriété. Alors, je pense qu'il était un peu exigeant aussi, mais. Voilà, il n'était pas content parce que il y avait, je peux le dire, c'était une famille qui était logée dans le bâtiment et les enfants faisaient de la trottinette dans l'immeuble, dans les parties communes, alors que c'est un immeuble de standing, etc. Et du coup, on en parlait et ils ont essayé de faire, mais ils peuvent pas. Déjà sur la réglementation, sur la colocation, c'est à moitié border de l'interdire, mais il y a des sujets. Sur la courte durée, en effet, mais là, c'est de la location longue durée. Donc en fait, le type de bail que tu utilises, ça les regarde pas. C'est de la location longue durée. Donc, et donc, parce que tu vois, la question qui se pose, c'est que aujourd'hui, comme je disais au début, c'est que quand tu fais pour du résidentiel, donc personnes comme toi et moi, c'est super chiant. Enfin, je veux dire, entre la répartition des charges, c'est quand même assez réglementé, entre ce que tu peux faire, pas faire, selon les villes, les loyers qui vont être plafonnés. Là, comment ça se passe par rapport à cette situation? Et parce que j'imagine bien que c'est plus libre, vu que tu es quand même sur des baux commerciaux, donc quelque chose qui est moins réglementé, entre guillemets. Et comment ça se passe? Bon, te connaissant, je me doutais un petit peu que tu avais préparé les épisodes, et quand j'ai regardé les questions, je me suis dit, tiens, il a dû écouter l'épisode de Thomas. Et tout à l'heure, tu me l'as sous-entendu, parce que tu m'as dit que tu avais vu l'épisode, tu avais écouté l'épisode de podcast, non? Ouais. Parce que les questions sont quand même assez précises, donc je me dis que tu as dû écouter... J'essaie de m'informer sur les invités. donc, en effet, le bail d'habitation est réglementé par cette loi de 89 qui interdit notamment les points les plus marquants. C'est la refacturation des charges, notamment la taxe foncière, mais aussi les charges de copro, qu'on ne peut pas refacturer dans le cadre de ce bail-là aux locataires. 2, la responsabilité de l'aménagement intérieur, souvent qui peut être problématique. T'en parlais du ballon d'eau chaude, mais ça peut être plein de choses. Là, je vois, il y a une petite cuisine derrière nous. Ça peut être le mitigeur. Enfin, voilà, il y a plein de sujets où on est responsable quand on est propriétaire. 3, en effet, un sujet de plus en plus. Alors, il y a même 2 autres sujets un peu importants. Les DPE, on n'en a pas parlé. Oui, effectivement. Et le plafonnement des loyers. En fait, ces points-là, et d'autres, on pourrait en citer d'autres, c'est très simple. Lorsqu'on est en bail commercial ou bail civil, on n'a pas à les respecter, en fait. Okay. On fait ce qu'on veut sur ce sujet. Au niveau du dépôt de garantie, tout ça, comment ça se passe ? Alors, le dépôt de garantie, sur un bail commercial, tu as une liberté. Alors, précise, je ne saurais pas te la donner, mais tu peux déposer, tu peux avoir un montant de garantie qui est assez libre. Si je dis pas de bêtises, je crois que ce qui se fait usuellement, c'est l'équivalent potentiellement d'un trimestre, sinon de 2 trimestres si ça peut être négocié. Donc ça, c'est ce qui se fait usuellement. Après, pour moi, à vérifier, mais nous, en général, on prend soit un mois, soit un trimestre, mais on prend pas tellement plus. Et justement, j'en profite pour rebondir. Au niveau du paiement de loyer, comment ça se passe ? Nous, on le fait mensuellement. Mensuellement. Nous, on le fait mensuellement. Okay. Mais le trimestriellement, des fois, ça te permet aussi de...
forcément, ça ne change pas énormément de choses dans le fait que tu vas de toute façon être payé tous les mois. Mais là, c'est trimestriel. C'est vrai que ça fait d'un coup une rentrée. Ouais, c'est vrai. Certaines personnes, elles sont rassurées avec le fait d'être payées, entre guillemets, à l'avance et de gérer la trésorerie comme ça par rapport aux différentes charges, tout ça. C'est vrai. Nous, on fait mensuellement, mais c'est vrai qu'on nous pose souvent la question. Pour l'instant, on fonctionne comme ça. Peut-être parce qu'on a été éduqué à l'habitation, donc on fait comme ça. Mais oui, il y a pas... En fait, le contrat nous permet de choisir un petit peu ce qu'on veut là-dessus. Donc c'est assez libre. Ouais, c'est hyper libre. La vraie liberté, souvent j'ai tendance à recommander le bail commercial, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps une stratégie qui était vraiment smart. Alors, il faut réussir à le négocier, hein. Mais c'est en fait la possibilité. Alors, dans le bail, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bail civil n'a pas le droit d'être l'équivalent du bail commercial. L'avantage du bail commercial, c'est que grosso modo, tu enfermes ton locataire. Souvent, on parle du 369. 369, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le locataire, il s'engage sur 3 ans minimum, souvent avec un préavis de 6 mois. Donc ça veut dire que tu sais que ton locataire, il reste pendant au moins 3 ans. Sur un bail civil, tu n'as pas le droit d'enfermer sur cette forme-là. C'est un peu la limite du bail civil. Par contre, ce que tu peux faire, ça c'est un vrai tip que je vous donne, parce que le bail civil, c'est plus facile à négocier souvent que le bail commercial avec notamment des organismes publics. C'est de leur dire, en fait, vous partez sur 3 ans, ou sur 6 ans, ou sur 10 ans, peu importe la négociation que vous avez menée. Vous avez le droit de partir quand vous voulez, parce que tu n'as pas le droit de les enfermer. Par contre, vous êtes à minima redevable de l'équivalent des 3 ans, 6 ans ou 10 ans de loyer. Contourner la problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'engagent à rester 6 ans minimum. Ils ont le droit de partir le mois prochain. Par contre, ils sont obligés de payer, s'ils partent le mois prochain, au départ, ils payent l'équivalent des 6 prochaines années. Donc évidemment qu'ils ne vont pas partir. Et au pire, s'ils partent, eh ben, c'est pas plus mal parce qu'on encaisse les 6 ans et on peut le relouer. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être relativement intéressante. Alors, t'encaisses les 6 ans si le mec, il paye. S'il paye, ouais. Après, sinon, il faut aller en justice. Voilà, exactement. Après, il faut faire valoir ce que de droit, etc. En effet, si la personne... Mais a priori, il a signé liberté contractuelle. Après, il ne faut pas que la clause soit abusive, évidemment. Ouais. Mais si ça respecte... Alors, ça a été validé par un notaire. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, après, ça dépend comment les gens vont rédiger la clause. C'est vrai. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que parfois, la justice, ça peut être très long, très chronophage, très chiant. Et je commence à savoir un petit peu. et des fois, tu te dis... Bon, je préfère cracher sur 1, 2. Des fois, je préfère même cracher sur 6 mois parce que ça coûte du stress, beaucoup d'argent, et t'es pas sûr de l'issue du. Non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais après, en fait, c'est juste que le bail civil ne permet pas. Mais comme un bail commercial, si jamais ils veulent se barrer, tu dois faire respecter de la même manière. Après, si le mec il fait faillite, de toute façon, il va falloir liquider l'actif. Voilà, Est-ce que l'actif il est assez élevé pour pouvoir rembourser les créanciers? C'est un grand. Non, mais des fois, en effet, il faut faire simple, mais sur un bail commercial, en effet, c'est pareil. Si au bout de 3 mois, il veut partir, t'es enfermé contractuellement, mais si tu veux pas le respecter, le contrat, tu le respectes pas. Après, tu dois aller en justice, c'est galère, etc. Bon, c'est les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Hein. Voilà. Mais on va dire qu'en tout cas, tu te retrouves avec une partie qui est quand même moins protégée, entre guillemets, voire même beaucoup moins protégée que sur du résidentiel, avec une liberté contractuelle. Et avec la possibilité en plus d'être assuré sur une certaine période, qui n'est pas forcément le cas sur du résidentiel, qui plus est quand c'est du meublé. Et après, il y a un autre sujet qui est d'ailleurs intéressant, ce que tu viens de dire sur le meublé. Souvent, on me pose la question, est-ce que le bail commercial ou le bail civil peut être meublé? La réponse est oui. Hein. C'est pas parce que tu n'es pas sur un bail d'habitation que tu ne peux pas. Et du coup, j'en profite pour rebondir, avant que tu rebondisses encore. Pour l'investisseur comme toi et moi qui choisissons cette voie, donc qui est un petit peu un mixte du meilleur des deux mondes, et qui est quand même hyper intelligent, parce que sincèrement, et je dis pas ça parce qu'on en parle, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce genre de... En tout cas, moi, j'en entendais jamais parler avant qu'on en parle ensemble. La plupart du temps, on te présente soit, écoute, va faire du résidentiel, va faire du LMNP, au réel, pour pouvoir amortir, pour pouvoir ne plus récupérer, pour pouvoir récupérer ensuite des amortissements. Bon, là aujourd'hui, maintenant, ça change. Voilà. Mais à la base, c'était ça, c'était la pépite, c'est tu fais du LMNP, au réel, t'amortis, puis après, c'est pas réintégré, etc., etc. Ce que tu pouvais faire dans notre stratégie, d'ailleurs. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on oppose les demandes. Bien sûr. Tu fais soit du nu, soit du meublé, réel, micro, etc., etc. Soit, donc ça, c'est du résidentiel. Soit tu fais du professionnel, commercial, etc. Et là, le but, en fait, c'est vraiment de mélanger les deux mondes, de prendre le meilleur des deux, en évitant les emmerdes du résidentiel, en prenant les avantages du résidentiel, et des baux commerciaux. Mais tu sais, ça fait des années que je veux faire ça. Hein.
Moi, je veux dire, on n'entend jamais parler ça. C'est tout le temps opposé. Bien sûr. Deux mondes opposés. Ouais. Si tu fais du commercial, c'est que tu le fais avec une entreprise qui va mettre des bureaux. J'ai un peu, je sais pas si c'est une bonne chose de dire ça maintenant, et en plus pour le coup, spoiler alert, j'ai pas voté pour lui, mais j'ai un peu fait comme Macron, quoi. Il disait il y avait la droite et la gauche, et il s'est dit allez on va mélanger tout le monde et puis roule. Mais non, mais ce que je veux dire. Amaury Macron, on va t'appeler. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas de. En fait, moi, ça fait. On a réussi à le faire. C'est pas si vieux, hein, ça fait un petit peu de temps maintenant, mais moi, j'ai voulu faire ça dès le départ. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à investir en 2018, il faut se remettre en contexte, mais moi, quand j'ai acheté cette maison-là, alors j'étais un peu plus naïf qu'aujourd'hui, je pense que je le suis toujours, mais j'étais peut-être encore plus à l'époque. J'ai acheté une maison donc au milieu de nulle part. Ça s'appelle la Prénessé, donc tu vois, c'est à côté de l'Oudéac. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Oudéac, c'est entre Saint-Brieuc et Vannes. Et pour ceux qui ne voient pas où c'est au centre de la Bretagne. C'est où la Bretagne? C'est ce que j'allais dire. Et pour ceux qui ne voient pas la Bretagne, c'est, vous savez, quand Evelyne Delia présente la météo, l'endroit où il pleut tout le temps. Et donc, non, sans rigoler, en fait, je voulais faire ça à l'époque en louant à côté, parce que à côté de cette maison qu'on a achetée, tu avais donc cette fameuse... usine de poissons, j'allais dire poissonnerie, mais je ne sais pas exactement le terme. Et à côté, il y a un abattoir. Et il y a l'abattoir de Leclerc, qui est le deuxième plus gros abattoir d'Europe. Okay. Et il y a 3000 collaborateurs, ça s'appelle Carmenet, pour ceux qui veulent le regarder. Et donc, c'est vraiment juste à côté. Donc moi, déjà, à l'époque, je voulais faire ça, et je voulais investir aussi à la Gacilly. Pourquoi? Pour loger les collaborateurs? Exactement. Okay. Mais sauf que moi, si tu veux... À l'époque, je suis arrivé à fleur au fusil en disant bon bah voilà, vous avez votre abattoir, je crois qu'ils font 980 millions de chiffre d'affaires. J'ai appelé la secrétaire et j'ai dit est-ce que ça vous intéresse de louer une maison, tu vois. Donc, bon, je me suis pas pris de la bonne manière. Non mais t'as bien fait, il faut aller au culot. Hein. J'ai tenté et tu vois d'ailleurs ils ont tellement pas de logement que là-bas ils ont carrément construit un lotissement à côté. Okay. À côté de l'abattoir, t'as un lotissement très grand où ils ont construit plein de maisons et voilà, les gens peuvent aller voir sur Google Maps s'ils veulent. C'est vraiment assez facile à voir. En fait, t'as l'usine d'ailleurs, c'est impressionnant. T'as l'impression d'entrer dans un aéroport au milieu de nulle part. Je sais plus quelle entreprise faisait ça effectivement, loger ses collaborateurs vraiment. Putain, c'est quoi l'entreprise déjà? Où vraiment ils mettaient tous les collaborateurs. En fait, c'était une petite ville, Google. Mais c'est l'entreprise. Bon, la Silicon Valley le font tous pratiquement. Google il y avait une entreprise à Dublin. Alors, je crois pas que ça soit leur logement à Google, mais il y en a. Il y en a de plus en plus en fait. Je sais que par exemple L'Oréal, de plus en plus, ils prennent des maisons dans Paris pour loger leurs collaborateurs. Ouais. Et comme ça, ils les mettent au branding de la marque, etc. Même pour l'implication du collaborateur, finalement, sûr, tu vois. Enfin, t'as un jeune qui arrive, tu viens de finir tes études, t'étais en études à Marseille par exemple, t'es embauché à Paris. Déjà, tu fais la gueule parce que tu te dis il va pleuvoir tous les jours. Donc, si on peut te mettre bien. Les gens vont te regarder. Voilà, les gens vont être horribles. Donc, si tu arrives à Paris, tu vois, si tu arrives, tu as le branding la journée. Alors, faut pas que ça soit too much, mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une évolution de la manière dont les gens vivent. Et c'est vrai que tout le monde ne se met pas en couple très jeune. Et à 25-30 ans, bah, tu es jeune, tu arrives sur Paris. Je pense que ça peut être sympa. Tu habites avec des collègues avec qui tu t'entends bien ou pas, mais tu as ton indépendance parce que tu as ton studio dans le bâtiment ou pas. Enfin, je sais pas comment ça peut s'orchestrer, mais tu vois, je pense que ça peut bien fonctionner. Et en ruralité, ça fait un moment qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas de logement, en fait. Quand tu as une entreprise qui marche bien et que tu es basé au milieu de nulle part, pour loger les gens, c'est la galère. Hein. Et c'est d'ailleurs un des premiers freins de recrutement pour ces entreprises-là. Hein. T'as un gars avec qui je faisais de la boxe thaïlandaise à l'époque, quand j'étais à Ploërmel, au lycée. Il a monté une boîte, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Fenetrea. Et il a construit pareil un lotissement à côté de son usine parce qu'il trouvait pas de logement et il n'arrivait pas à recruter parce qu'il n'y avait pas de logement en fait. Ouais. Les gens ils étaient obligés de faire 1 heure de route et d'aller dans les villes à côté pour trouver des logements. Donc non, il y a un... Enfin, je sais plus pourquoi on a rebondi là-dessus. Mais... Je sais plus, mais en gros, pour toi... Mais c'est pas parce que tu dis qu'effectivement il y a du potentiel à ce niveau-là, parce que les entreprises ont tout intérêt à choyer de toute façon de plus en plus leurs salariés, même, parce que bon, maintenant on entend de plus en plus, même si bon, je trouve que c'est un peu péteux, mais bon, ce n'est pas que le salaire, c'est aussi l'expérience, etc. Ouais, bon, pourtant tu négocies plutôt le salaire à chaque fois, mais en tout cas c'est vrai que ça rentre en jeu, voilà, le bien-être, le fait de pouvoir être logé, etc. Donc c'est vrai que ça va peut-être... Le logement c'est un vrai point. Non, ce que je veux dire, le fait de pouvoir... être choyé plutôt, pas logé, être choyé, mais effectivement. Et le logement passe par le fait de choyer ses Google, salariés. Ils l'ont compris il y a 15 ans, hein, en mettant des baby-foot dans les bureaux, etc. Je pense que là où à l'époque le bureau était très important, ça l'est encore un peu aujourd'hui, mais de plus en plus aujourd'hui et demain, je pense que le logement, ça sera une dimension primordiale.
si on te recrute... De négociation, tu veux dire, avec le je pense, du salaire? Ouais, je pense. Je pense que de plus en plus, les entreprises réfléchiront sur ce point-là, d'autant qu'elles auront moins de coûts par rapport à ces bureaux, parce qu'elles en auront potentiellement de moins en moins. Donc ouais, je pense qu'il y a des entreprises de plus en plus qui vont s'y mettre sur surtout dans les capitales pour le coup, mais avec de la mobilité. Et après, encore une fois, on en a moins parlé, mais les organismes publics, c'est un marché énorme. Ouais, alors justement, si tu veux en dire un petit peu plus, parce que tu disais en plus que c'est un monde de requins, surtout. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça au départ parce que, en fait, nous, l'expérience qu'on a, et je l'ai eu 2 fois, donc c'est pas qu'une fois, ça s'est passé 2 fois, et en plus, assez récemment, des organismes qui s'engagent et en fait qui vont pas au bout. Donc, moi, ce que j'invite à faire aux gens qui nous écoutent et qui veulent soit faire cette stratégie, évidemment, s'ils veulent passer par nous, c'est avec grand plaisir. On va en parler. Ouais. Mais il est vrai que voilà, si déjà, le budget, c'est pas possible, et 2, si vous voulez investir sur d'autres coins en France, nous, on est présent que sur ces 3 villes-là. Mais la stratégie peut s'appliquer. Et si vous trouvez un organisme public par chez vous qui veut louer votre logement, écrivez tout, parce qu'ils peuvent se rétracter assez facilement, vous dire oui et finalement ne pas revenir. Maintenant que j'ai dit ça, en effet, il y a les conditions dans lesquelles on loge ces personnes, c'est vrai qu'elles sont parfois étonnantes. Je dois reconnaître qu'elles sont assez étonnantes, notamment nous sur des logements qu'on a aujourd'hui. On nous demande d'avoir, on nous dit en fait pas de salon, juste une cuisine, et les gens sont... alors j'imagine que c'est toujours mieux qu'un foyer ou dans la rue, mais c'est des colocations optimisées, quoi. En gros, tu peux loger plus de personnes que ce que tu devrais, quoi. Ouais, dans un logement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans un 70 mètres carrés, je pense qu'il y a 6 personnes de logées, ouais. Tu vois, dans un 43 mètres carrés dans Paris, là, on va mettre 3 personnes. Après, ils partent du principe qu'en temps normal, tu as besoin de minimum 9 mètres carrés. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est littéralement, il faut que les chambres fassent 9 mètres carrés. Okay. Notre job aujourd'hui, c'est de trouver des logements dans lesquels on peut le mettre le plus de chambres possible. Ok. C'est notre métier. Et qui plus est, vu que tu es sur des baux commerciaux ou civils, tu peux si par exemple, tu as la surface, tu peux leur dire, vous mettez vos cloisons vous-même. Et exactement. Il y en a qui le font. Vous assumez les travaux, quoi. C'est vrai. C'est vrai, il y en a tout à fait. Il y a une entreprise que j'ai en tête qui le fait. Et alors, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une franchise de loyer. Okay. C'est-à-dire qu'elle te dit, OK, je prends ma charge des travaux. Par contre, le montant des travaux, je le déduis du loyer au départ. Okay. Bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce que j'ai vu pour l'instant. J'imagine que de plus en plus dans le temps, après, tu auras des négociations qui pourront se faire différentes. Et après, sinon, il y a des organismes qui font les travaux. Ouais. Alors souvent, c'est pas des gros travaux, mais tu vois, tu as ton salon séjour qui fait 30 mètres carrés, ils mettent une cloison, ils font 2 chambres. Puis refaire la peinture ou des choses comme ça. Donc tu peux aussi refourguer pas mal de charges, entre guillemets. Bon, là, c'est pour eux, c'est pour leur bien-être. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça, c'est une négociation qui peut se faire. Ok. Et du coup, par rapport au fait que, admettons, donc, tu fais ce projet, d'accord ? On sait très bien qu'en temps normal, quand tu as un locataire en place, parfois c'est un petit peu plus compliqué si tu veux revendre derrière ou autre. Là, comment ça se passe ? Parce qu'en plus, la plupart des personnes, comme je te disais, moi, j'en entendais jamais parler. Il y en a plein qu'on n'a peut-être jamais entendu parler. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir en faire une vidéo pour expliquer que ça existe. La personne qui va acheter... Elle a peut-être envie de faire de la location, pareil, un investissement locatif, mais c'est peut-être pas forcément, elle comprend peut-être pas. Comment tu gères ça ? Comment leur expliquer ? Comment leur faire comprendre que c'est pas non plus un truc illégal ou quoi, tu vois ? C'est ce que je veux dire ? Pas trop. Mais en gros, la question, c'est est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont un logement et qui savent pas trop comment faire, comment ils peuvent être sûrs que c'est légal ? Admettons, si la personne veut revendre le logement par la suite, comment elle va pouvoir lui faire comprendre que c'est un locataire comme un locataire classique, mais avec un... Donc, tu es déjà propriétaire, tu as mis une entreprise, tu veux revendre, et du coup, tu revends avec un... Alors, en effet, c'est un sujet. Le bail commercial, si on revend et qu'on demande au locataire de partir... eh bien, on a un montant, j'ai perdu le terme, mais on a un montant qu'on doit au locataire qui sera prédéfini en amont, mais qui peut vite devenir important. Okay. Donc, c'est vrai que quand on s'engage sur ce type de stratégie, l'avantage du bail civil, c'est que on peut avoir sur cette stratégie-là plus de liberté à la sortie. C'est-à-dire qu'on peut donner congé au locataire, par exemple, on part sur 6 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous donnez congé au locataire à la fin. Là, on n'aura pas forcément d'indemnité selon la négociation qu'on a menée en amont avec le locataire. La plupart du temps, ils ne la demanderont pas
parce qu'ils seront pas au courant. Donc, pour le coup, on l'aura pas. Dans le bail commercial, c'est déjà intégré. Donc, là-dessus, parce qu'on considère qu'il y a une perte d'exploitation pour le locataire, parce que du coup, il perd, en l'occurrence, là, un logement, mais ça aurait pu être un bureau ou autre chose. Ou un commerce. Donc, et ça a été surtout fait, d'ailleurs, le nom, enfin, tout est dans le nom, bail commercial, ça a été surtout fait au départ pour les commerçants, parce que s'ils créent de la valeur, alors aujourd'hui, c'est moins vrai avec Google, etc., mais à l'époque, quand ça a été créé, eh bien, c'était de dire, même si c'est toujours un peu vrai aujourd'hui, mais tu as un emplacement, les gens connaissent ton resto, etc., tu es à cet endroit-là, tu es bien content d'y rester. Si demain, ton propriétaire, il te demande de partir, bah, tu vas perdre de la clientèle à bouger, potentiellement. Donc, et de l'activité, parce que tu vas peut-être pas retrouver un local comme ça, etc. Donc ça a été fait dans ce sens-là. Et donc nous, on en pâtit un petit peu sur la partie contractuelle, sur le bail commercial. Donc c'est vrai que si on a vocation à chercher à revendre le logement dans les années qui suivent, le bail civil peut être a priori plus intéressant pour éviter d'avoir cette indemnité d'éviction. Voilà. Et donc voilà, c'est un peu ça le point négatif. Et quand on revend, du coup, il faut comprendre que quand on a ce locataire qui est engagé, c'est vrai qu'on le revend comme un produit d'investissement. Donc si on est parti sur un bail commercial et qu'on a un engagement long terme, si on veut le revendre au cours de cet engagement, moi je pense qu'il faut plutôt l'amener comme un produit d'investissement et vendre sur un rendement à des investisseurs qui comprendront très vite ce que vous voulez faire. Là, l'opération, l'hôtel particulier dont je parlais tout à l'heure, c'est 2 100 000 l'opération. Les mecs, ils tournent pas autour du pot. Ils comprennent assez vite les intérêts qu'ils ont à se positionner sur ce type d'actif. Donc voilà, il faut l'amener comme ça, ou alors partir sur un bail civil, et comme ça on a un peu plus de liberté pour pouvoir faire partir le locataire. Mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas demander que quelqu'un reste 6 ans minimum et en même temps lui dire de partir quand on veut. Et donc ça l'opération de l'hôtel particulier, c'est avec Kairos que tu le fais. Donc ça, c'est quoi? C'est un des exemples que tu peux donner sur... Ouais, alors on en a plein. Tu vois, là, cet après-midi, à 14h, on signe un appartement dans Paris, dans le 20e. Ça, c'est un exemple de projet aussi qu'on fait. Là, l'hôtel particulier, je vais le visiter demain matin. Donc ça, c'est pas un projet qu'on a en cours, c'est juste que c'est récent, vu que j'ai eu l'information la semaine dernière. On a un projet aussi, là, je te parle des projets en ce moment qui sont dans le pipe. On a un projet aussi avec... donc c'est à côté de Nantes. Vu que le projet n'est pas signé encore, ce serait peu probable. Bon, écoute, tu peux donner l'adresse, c'est pas très grave. Mais enfin, l'adresse exacte non, mais c'est parce que je la connais pas. Mais c'est à Sainte-Luce-sur-Loire pour ceux qui connaissent, donc c'est vraiment à côté. Et donc il y a un bâtiment de 50 studios sur lequel on est en discussion. Il y a un locataire qui est rentré sur le bail avec un engagement ferme de 5 ans. Alors tu vas voir, l'opération est intéressante, notamment sur les chiffres. Donc le propriétaire en veut 1,9 million. Le bâtiment est récent, je crois, il date de 2008. 50 studios. Et ils prennent... c'est France Terre d'Asile, je crois, qui s'est positionné. Et ils s'engagent sur 5 ans à 300 000 € annuels. Donc, tu vois, tu fais tes calculs. Alors, ils ne s'engagent pas sur plus de 5 ans parce qu'ils ne peuvent pas s'engager sur plus de 5 ans. J'ai pas le détail pourquoi, mais je crois qu'ils ont des financements sur 5 ans. France Terre d'Asile, c'est un peu spécifique. Donc, ils pouvaient s'engager que sur 5 ans. Je ne veux pas dire de conneries, c'est peut-être pas exactement ça, mais je sais qu'ils n'avaient pas le droit de s'engager sur plus de 5 ans. Mais ils ont vocation à rester beaucoup plus longtemps. Mais ils s'engagent minimum sur 5 ans. Donc, tu vois, 5 fois 3, 15. En 6 ans, c'est remboursé. Ouais, peut-être en 7-8 ans si tu fais. Après, tu prends les parce qu'il y a les frais de notaire, les machins, les trucs. Et en effet, c'est 300 000 €. Je crois que c'est charges comprises. Mais tu vois, c'est une opération qui est quand même très maîtrisée en termes de risque. Donc ça, c'est une très belle opération. Et donc, quand tu dis projet, c'est toi qui achètes? Comment ça fonctionne? Alors ouais, en effet, je suis pas très clair sur mon discours parce que c'est volontaire. Je me sens impliqué avec les investisseurs. Mais on a, nous, je dis on, mais en fait, nous, on n'achète pas aujourd'hui. On a vocation à le faire plus tard. Mais actuellement, donc, je fais des opérations immobilières, tu l'as dit, on en a parlé, maison, immeuble, on pourrait y revenir, achat-revente, j'ai fait, et lotissement, je pourrais en parler si tu veux. Mais sur les projets qu'on fait actuellement et qu'on loue à ces sociétés-là, c'est des investisseurs qu'on accompagne. Donc, par exemple, toi, Mathieu, aujourd'hui, tu as une société qui est excédentaire, qui est génératrice de trésorerie. Si elle est, nous, souvent, le montage qu'on fait, c'est si c'est un entrepreneur, c'est société commerciale détenue par une holding qui investit en SCI à l'IS. Ça évite de sortir l'argent, etc. Enfin, on pourra détailler si tu veux, mais j'imagine tu vois bien comment ça peut fonctionner. Ce qui est intéressant quand tu es entrepreneur, c'est que tu as deux profils. Tu as soit l'investissement avec ta société, soit toi en tant que personne physique. Peut-être que tu te verses un salaire et donc toi aussi, tu peux être finançable en tant que personne physique. Donc ça, c'est intéressant. Nous, ce qu'on voit pas mal, c'est là, tu vois, par exemple, hier, j'étais avec un investisseur qui veut se positionner, Baptiste, pour pas le nommer. Il va investir avec sa société.
Comme ça n'impacte pas, ou en tout cas, c'est mesuré et c'est anticipé avec la banque, sa capacité personnelle. Et donc, lui, il se verse un salaire pour s'acheter sa résidence principale et sa société investit sur du locatif avec sa SCI à l'IS. Ce que je veux dire, c'est la SCI qui détient le. Ouais, c'est la SCI qui détient le. Fait avec sa boîte, oh là là. Non, ouais, c'est la SCI à l'IS qui détient l'investissement. Ouais. Et après, si les personnes sont des particuliers, donc des particuliers, des salariés, et bien dans ce cas, investissement classique par rapport à la capacité d'endettement. Et donc nous, on a un partenaire bancaire avec qui on travaille. On a 3 partenaires. Alors, on a partenariat avec AXA pour les salariés. Okay. Pourquoi on travaille avec AXA ? Autre tips que je vous donne, les salariés d'AXA, chez AXA, ils sont pas salariés, ils sont indépendants. Ouais. Donc en fait, les mecs, ils sont entrepreneurs. Donc ils ont besoin de faire de l'argent. Non pas que quand tu es salarié, tu n'as pas besoin de faire de résultats, mais c'est un peu pas comment dire, incentive, je sais pas comment dire, ouais, mais incentive en espagnol, mais en français, je sais ouais, pas. C'est l'incentive. Mais t'as pas autant qu'un mec qui. Non, mais puis quoi qu'on dise, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, quand tu as un gars ou une fille qui entreprend, ils ont une implication quand même qui est un peu plus importante sur la réactivité, etc. Enfin, ils n'ont pas le salaire à la fin du mois. S'ils bossent pas, ils n'ont rien, quoi. Donc, les personnes d'AXA là sont très réactives. Donc, pour le coup, si vous voulez aller vous faire financer, souvent AXA, on se dit c'est l'assurance, mais AXA c'est banque et assurance. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'ils sont connus surtout pour l'assurance. Ouais. Et parce qu'ils faisaient leur pub avec. Je pense qu'on a tous vu les pubs d'AXA quand on était petit à la télé. Donc voilà, AXA pour les particuliers et pour les professionnels. Alors ceux qui sont, je dirais middle, c'est-à-dire qui ont des revenus qui ont un bénéfice, un résultat net qui est inférieur à allez, on va dire 300 000 euros, entre 300 et 400 000 euros annuels, parce qu'il n'y a pas que ça à prendre en considération. Il y a aussi la trésorerie, etc. Mais pour donner un chiffre, pour donner une data, c'est, on va dire moins de 300 000 à l'année. Là, on va plutôt passer. Nous, on a un chasseur en interne qui est aussi courtier. Donc moi, je vais lui basculer les dossiers. Et on va inviter aussi les personnes qui veulent investir avec nous à chercher aussi un peu leur côté. C'est un peu là où on a un trou dans la raquette. On a du mal à avoir un bon partenaire sur cette partie-là. Et après, pour les entrepreneurs qui représentent en termes de nombre, c'est pas le nombre d'investisseurs le plus important qu'on a, mais en termes de volume, c'est le plus important. Et donc, on a des investisseurs qui gagnent très bien leur vie. Et là, s'ils font au-dessus de 300 000, donc 500 000, 1 million, 5 millions de résultats nets annuels, et bien dans ce cas-là, on passe avec banque privée et on travaille avec Crédit Agricole et Caisse d'épargne qui financent aisément les projets. Ok, et donc toi, t'accompagnes à partir de quel moment? Quand tu interviens, tu fais quoi? Parce que le but, c'est Kairos, ta boîte, qui mêle, comme je disais, c'est le meilleur des deux mondes. T'achètes pas? Non, pas pour l'instant. Mais à terme, on a vocation à le faire. Moi, mon but, c'est... l'un de mes objectifs, tu vois, là, on a pas mal d'entrepreneurs de bon niveau. C'est de faire une levée de fonds et... En fait, c'est de créer une foncière en disant, OK, les gars, vous travaillez avec nous depuis 2, 3, 4, 5 ans. Vous êtes contents de ce qu'on fait. Vous mettez entre 100 et... Je ne sais pas encore exactement les contours du projet, mais vous mettez entre 100 et 500 000 euros chacun sur la table. On en met 10 dans la boucle. On lève entre 1 et 5 millions en fonds propres. On va chercher de la dette bancaire en face. Okay. On lève de l'argent. On achète beaucoup d'IMO, entre 10 et 50 millions selon ce qu'on arrive à faire. On valorise l'actif. Et là, après, on va avoir une foncière ou une SCPI. On dit, hop, c'est packagé, est-ce que ça vous intéresse ? Parce qu'eux, ils vont chercher l'immobilier entreprise et ils vont bien comprendre qu'il y a de l'habitation, ça leur permet de diversifier. Ils ont une perte de valorisation sur des actifs, notamment bureau-commerce. Ils voient bien qu'ils peuvent avoir plus de mal à les remplir. Et là, c'est rassurant parce que tu sais que si demain... parce que souvent, on me pose la question, on me dit, mais est-ce que je peux ne pas le louer à des entreprises ? Bien sûr, c'est de l'habitation. Donc, si demain, notre modèle marche moins bien, on a moins de demandes, vous pouvez toujours louer à monsieur et madame tout le monde. T'es pas bloqué, on va dire, comme quand tu achètes des bureaux, tu peux pas louer. On a des bureaux pas très loin. Là, tu vas pas foutre une famille, quoi. Exactement. Et non pas parce que tu peux pas, parce que souvent tu peux. Enfin là, par exemple, on est dans un endroit où ça pourrait être un appartement aussi. Ah, bien sûr. Mais c'est juste que légalement, t'as pas le droit de le faire. Parce qu'il y a des destinations, en fait, sur
enfin toi tu le sais, mais je le précise pour il y a des destinations sur les logements et donc enfin sur comment l'immobilier et donc on peut pas faire ce qu'on veut. Et là l'avantage c'est qu'on garde l'habitation. Pour changer la Ouais, destination. et puis c'est pas toujours autorisé, hein. Il Ouais. y a plein de villes où c'est très compliqué. Et puis même quand c'est autorisé, des fois c'est super chiant. Donc, faut faire de la compensation parfois. Enfin, non, ça peut vite être contraignant. Donc, bon, après, les mairies sont de plus en plus ouvertes, notamment sur les bureaux, parce qu'elles voient bien que c'est vide. Et donc, leur je pense but, qu'elles le comprennent pas toutes. Hein. Mais il y en a plein qui le comprennent pas et qui le veulent pas surtout. Ouais. Parce que créer du logement, alors quand on a un petit bureau, ça va, mais quand on a un gros bureau, enfin un ensemble de bureaux qui fait 5000 mètres carrés et qu'on est, je sais pas, dans une ville périphérique, je veux dire une connerie, mais dans une ville périphérique de Aix-en-Provence, de Marseille ou de je ne sais où, et que on a une ville en réalité qui fait 10 000 habitants et que là on a la création de 200 logements, bah, ça implique potentiellement d'agrandir l'école, etc. Et donc bah, parfois les mairies elles veulent pas. Puis parfois, alors j'ai pas d'exemple, mais je pense, parce que c'est l'eau économique, hein, c'est offre et la demande, peut-être qu'il y a aussi des intérêts à garder les prix élevés, parce que quand tu vas augmenter d'un coup la masse de logements, ça peut aussi avoir un impact sur les prix. D'ailleurs, on le sait bien, hein, si tu veux faire baisser les prix, bah, tu augmentes l'offre. Et donc, il y a peut-être aussi cette. Oui, puis il y a des taxes qu'ils ont sur ces logements-là, etc. Ils ont pas forcément d'intérêt à avoir ce. Donc, des fois, et ça, pour le coup, je commence à plutôt bien le savoir, même si ça fait pleinement sens de le faire, parce que pour le coup, changer des bureaux de destination en habitation, ça semble évident pour tout le monde. Et ben, il faut bien comprendre que les intérêts des uns et des autres sont pas les mêmes. Et donc, même si on a plein de bonnes idées, des fois, on n'est pas décisionnaire. Et ça me permet de rebondir très rapidement, vu que tu m'avais posé la question, notamment sur le terrain que j'ai acheté pour faire un lotissement. Aujourd'hui, je suis en sous compromis avec. Donc, c'est-à-dire que ils ont signé le compromis comme quoi ils s'engagent à acheter le terrain, mais on n'a pas signé encore l'acte authentique. On est entre les deux. Je sais pas comment expliquer à tous ceux qui nous regardent, mais du coup, ça veut dire qu'ils sont pas encore propriétaires, mais ils sont engagés sur le terrain avec Next City. Okay. Je pourrais malheureusement pas trop rentrer dans le détail parce que c'est encore en cours de négociation et sait-on jamais si quelqu'un tombe dessus, je veux pas dire trop de bêtises, mais on a un terrain sur lequel on a un intérêt majeur à faire du social parce que les prix au mètre carré de la commune sont à peu près équivalents en social. On a un bailleur social qui est intéressé pour reprendre des logements sociaux. On a une demande vérifiée parce que tu sais, il y a une demande, je sais pas si tu sais, mais quand tu veux un logement social, tu vas demander sur un site de logement social et donc on répertorie ta demande. Okay. Donc là, on sait qu'il y a une demande sur la ville, ça m'a marqué parce que le chiffre c'est 666. Il y a 666 logements en attente. C'est l'enfer, quoi. Ce qui est beaucoup pour une ville de cette taille-là, c'est une ville entre 15 et 20 000 habitants, Pontivy, le nom de la ville. Et donc on a un bailleur social qui est prêt à prendre les logements sociaux, donc à les acheter. On a un promoteur qui est prêt à les construire, Next City, mais on a une commune qui ne souhaite pas, a priori, tendre vers le projet qu'on lui propose. Qui n'a aucun intérêt à le pousser, quoi. J'essaie de modérer mes propos, vous voyez. et donc on ne le fait pas. Alors que, et c'est là où tu te dis que c'est quand même tordu, alors que légalement, ils sont dans l'obligation de le faire, sinon ils prennent des pénalités. Parce qu'ils n'ont pas assez de logements sociaux. C'est comme les PLU. Hein. Les PLU, des fois, t'as le droit de construire, on t'emmerde pour pas construire, quoi. Alors que le PLU te permet, par rapport à l'emprise au sol, etc., de construire. Ouais. Enfin, c'est toujours le même principe. Ouais. C'est légal, t'as le droit, on te fait chier jusqu'au bout pour pas le faire. Ouais. Ah bah, mais là, le pire, c'est qu'on a quelqu'un pour les faire construire. On a quelqu'un pour les acheter, qui nous a dit, OK, je veux prendre machin. Tout le monde. On a le terrain. Moi, je suis d'accord pour le vendre dans ces conditions-là. On a une obligation légale de le faire. C'est-à-dire que là, c'est comme si la maison, il y avait quelqu'un qui est obligé de le faire. Enfin, ils ont un quota, alors je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais un quota de logements sociaux, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'ils payent tous les ans des amendes. Et ils ne vont pas répondre forcément à ces... Alors, je ne sais pas dans quel état ils sont en termes de logements sociaux actuellement, mais en tout cas, quand on avait fait l'étude, il y avait un vrai besoin. Et enfin, dernière chose, tu as quand même un besoin de la population. 666 demandes en attente. Et ça se trouve même aujourd'hui c'est un peu plus parce qu'on avait regardé ça, c'était il y a pas loin d'un an maintenant. Et donc là c'est vrai que c'est très difficile moralement parce que tu dis putain tout va dans le bon sens, tout le monde est d'accord, sauf la mairie qui s'y oppose pour. Et je ne dirai pas ce qui a été dit, je te le dirai en off si tu veux à la. Je mettrai dans les commentaires. Ce qui a été dit à la réunion, mais tu tomberais de ta chaise. Moi j'ai fait une réunion. Ils sont très sympas au demeurant, on s'est très bien entendu, très gentils, mais c'est vrai que les raisons évoquées sont parfois étonnantes. Si je puis me permettre de le dire ainsi. Juste une question, il nous reste combien de temps ? Là, ça fait 1 heure, après, Ah bon, on peut rester toute l'après-midi, si tu veux. Ça dépend de l'épisode après que vous voulez, mais il n'y a pas de contrainte après. Ok.
Donc tu me disais ça. La question que je voulais te poser aussi, donc toi, pour revenir sur l'accompagnement, Ouais. comment tu te rémunères aujourd'hui par rapport. Donc tu Ouais. cherches les projets. Alors on définit on va prendre ton exemple si tu veux bien. Tu viens me voir, enfin non pas sur la partie économique parce que ça te regarde, mais ce que je veux dire c'est qu'on va prendre l'exemple comme si tu venais me voir. Donc tu viens me voir. On va dire, bon toi en plus ce qui est bien c'est que tu as peut-être alors je sais pas, mais on va dire que tu as un profil hybride. À la fois tu te verses un salaire et en même temps tu es entrepreneur. Tu verses pas de salaire. Bon, on aurait pu voir. On va dire, allez, vas-y, on va dire que tu je me te verse verses un salaire. Non, nous on va définir ensemble ta Mais capacité. je verse pas de salaire, mais j'ai quand même une fiche comme si, donc parce que j'optimise quoi. Ok. Bon, on va dire en tout cas que on n'a pas d'idée. Actuellement, tu viens me voir et tu sais pas en fait. Tu Ok. sais juste que l'immobilier ça t'intéresse parce qu'on t'a toujours dit qu'il fallait investir, mais t'as pas plus d'infos que ça. Donc on se rend compte. Moi, je t'explique notre thèse immobilière. Tu me dis ok, ça m'intéresse. Je comprends ce qu'il faut faire. Nous, ce qu'on va faire avant déjà de parler de projet, déjà bon, on va vérifier ensemble que les situations géographiques sur lesquelles on veut te faire investir elles conviennent à ce que tu veux faire. Et ensuite, on va vérifier ta capacité d'endettement. Donc là, on va aller voir avec les partenaires que j'ai cités tout à l'heure en disant bon bah voilà, Mathieu, il a telle situation. On va dire que dans ta situation, on t'emmène en banque privée. On va aller voir Julien de la Caisse d'épargne, qui est d'ailleurs devenu c'est un de nos investisseurs, c'est un de nos clients. Ok. Donc bon, Qui est banquier qui est privé, banquier privé et et qui a investi chez nous. Ok. Donc en général, quand tu fais, enfin, ils ont accès à quand même pas mal de produits d'investissement cool. Donc j'imagine que s'il investit chez nous, c'est plutôt bon signe. Et donc, Ouais, alors des fois les banques privées, il y a banque privée et banque privée. non, c'est pas. Mais c'est. Enfin, en tout cas, En fait, on a fait investir un de ses clients. Ok. Et ça lui a plu. En fait, pour tout te dire, on est allé au restaurant. Moi, cet investisseur-là, je lui ai dit écoute, j'aimerais bien rencontrer ton banquier parce que j'aimerais, pareil, un peu naïf, j'aimerais proposer à la caisse d'épargne notre solution pour qu'il la propose à leurs clients. Ok. Sauf que quand j'ai déjeuné avec lui, il m'a dit t'es mignon, mais en fait, vous êtes trop petit, la caisse d'épargne Ouais. ne proposera jamais vos services, quoi. Et il a dit par contre, moi, ça m'intéresse. Et Ok. en fait, c'est comme ça qu'on a commencé Comme quoi. à bosser ensemble. Donc je te le présente, il te dit ok bah Mathieu, t'es finançable. Alors je peux vous donner déjà des métriques, notamment pour les entrepreneurs, parce que pour les salariés c'est plus facile à calculer, c'est le fameux 35% de taux d'endettement. Alors on peut y déroger, mais grosso modo vous pouvez partir sur cette base-là par rapport à votre rémunération. Sur les entrepreneurs, une métrique qui est assez intéressante, c'est que grosso modo on prend son résultat net et entre x10 si on est pessimiste et x15 si on est optimiste, c'est à peu près sa capacité d'endettement. Selon évidemment sa situation à côté, si on a la trésorerie, etc. Mais si on a grosso modo une entreprise, allez, je veux dire, on a une entreprise depuis 5 ans, on fait 100 000 euros par an de résultat, on va dire 200 000 euros de trésorerie ou 300 000 euros de trésor, bah, aller chercher entre 1 million et 1,5 million de financement, c'est raisonnable de penser ça. Okay. C'est possible en tout cas. Enfin, c'est les chiffres globaux, quoi, à peu ouais, près. C'est pour donner des grandes masses, parce que souvent, quand on est entrepreneur, on ignore aussi sa capacité d'endettement. Et on se dit, ouais, je dois me verser un gros salaire. Mais en fait, non, ta société peut lever de la dette. Merci de le dire, parce que putain, moi, à chaque fois j'entends, je me verse un salaire pour pouvoir être bankable. Ouais. Attends, il y a plein d'autres manières de le faire. Fait. Quoi. Mais moi, je l'entends hyper régulièrement chez les entrepreneurs. C'est je me verse. Et le pire, c'est que les mecs, ils se rendent pas compte, mais ils sont défoncés à coup de charge. Ouais. Juste pour être bankable, alors qu'il y a d'autres manières de le faire et ils pourraient l'être beaucoup plus. Et souvent, on est beaucoup plus finançable. Et bien sûr. Et du coup, c'est toutes ces charges qui réduiraient, ça serait du résultat aussi en plus, qui permettrait d'être encore plus bankable. Et ça, putain, c'est hallucinant d'entendre ça. Autre intérêt d'ailleurs de ce qu'on fait, c'est que quand tu lèves de la dette pour acheter, vu qu'on achète de l'habitation en sous-jacent, on peut, même si on est en SCI à l'IS détenu par sa holding et qui est financé par l'activité commerciale, enfin financé, qui permet de lever de la dette grâce aux fruits de l'activité commerciale, bien on peut assez facilement aller chercher du 20 ou 25 ans. Là où quand on fait de l'immobilier professionnel, c'est plutôt 15 ans la norme. Et pareil, on ignore ça aussi souvent, mais vous pouvez demander un différé bancaire. Vous pouvez demander un différé bancaire si vous arrivez à négocier, qui peut aller jusqu'à 36 mois, voire même des fois des périodes de préfinancement avec 24 mois de plus, la Caisse d'épargne qui propose ces solutions-là. Allez voir Julien. Voilà, si vous avez de l'argent, allez voir Julien. Envoyez-moi un message et je vous ferai une intro avec Julien. Mais donc là, on vérifie que tu es finançable. Tu peux, on va dire que tu fais, allez, on va prendre 100 000 euros pour faciliter le calcul. Attention, hein, pas chiffre d'affaires, hein, résultat. On ne confond pas recettes et bénéfices. et donc, du coup, on sait que tu es finançable à ce montant-là. Tu me dis, écoute, Maurice, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à Paris. Et donc là, on va discuter ensemble de savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux plutôt de la copropriété, de la monopropriété? Bon, sur Paris, on n'a pas trop le choix en l'occurrence. On est plutôt sur la copropriété. Mais est-ce que tu vas être plus
plus à l'aise à faire plusieurs projets à 300 000 euros, par exemple, pour utiliser cette enveloppe d'1,5 million? Ou est-ce que tu veux aller directement en one shot sur du 1,5 million? Enfin, comment tu veux segmenter cet investissement? Souvent, on a un peu peur au départ. Quand on débute dans l'investissement, on veut commencer par des petits projets. Moi, le premier, quand j'ai acheté ma première maison, j'ai acheté à 18 000 euros. Donc, voilà, on commence par des petits projets. Et puis après, souvent, une fois qu'on en a fait 1, 2, 3 et qu'on a les moyens d'aller en faire plus, on dit arrête de m'emmerder avec tes trucs et on va sur du plus gros. Donc voilà. Et donc ensuite, on fait cette analyse ensemble. Alors nous, comment on se rémunère? On est rémunéré au résultat. C'est-à-dire que tu dépenses pas 1 euro tant que tu n'es pas propriétaire du bien. Ok. On a une activité réglementée. Finalement, on a une activité d'investissement, mais on a la même réglementation qu'une agence immobilière classique. Indirectement, on est une agence immobilière. On travaille sous la carte T, transaction, et on fait de la gestion derrière avec la carte G. Donc on respecte cette réglementation-là. Et donc nous, on est payé par l'investisseur, évidemment, mais c'est le notaire qui nous verse l'argent au moment de la signature de l'acte authentique. Donc là, on prend 5% TTC du prix net vendeur pour la chasse du projet, c'est-à-dire de la définition du projet, ce qu'on a dit au départ, recherche de financement, etc., jusqu'à l'achat du bien. Ensuite, on prend 5 900 euros si le projet a moins de 200 000 euros, et sinon 9 900 euros TTC, 5% c'était TTC aussi, pour le suivi des travaux, suivi de l'ameublement, mise en place du premier locataire. Donc ça, c'est sur la partie clé en main. Et enfin, sur la gestion locative, là, on prend 6% hors taxe, 7,2% TTC pour la gestion des biens. Sur les loyers. Exactement. Okay. Donc, en gros, ça veut dire que c'est vraiment de A à Z. Ouais. On peut te déléguer, quoi. Ah ouais. Et nous, en gros, il y a juste les financements à avoir. Ouais. Et puis après, gérer sa trésorerie par rapport à... Et encore, nous, on te fait les intros avec les... Enfin, en fait, le gros du taf pour l'investisseur, ça va être, de collecter les documents au départ. Bon, c'est pas très compliqué, 3 derniers bilans, 3 derniers avis d'imposition. Enfin, si vous êtes un minimum organisé, grosso modo, ça prend une demi-heure, on va dire. Répertorier son patrimoine, etc. Voilà, c'est ça. Allez, si vous avez un patrimoine un peu plus conséquent, ça peut prendre un peu plus de temps, mais à la limite, c'est pas très grave. Si tu as un gros patrimoine, on s'en fout. En fait, on va voir le banquier direct. C'est souvent, enfin, ça sert. Enfin, si tu as 1 million d'euros de placé en bourse, enfin, ça sert à rien savoir si c'est 1 37 000 ou 1 million 67, quoi. Donc, ça changera pas grand-chose. Le banquier sera intéressé pour t'avoir à ses côtés. Donc ça va assez vite. Et après, c'est signer les crédits. Ça prend ça, on peut pas le faire. Donc, à votre place. Et après, le reste, on s'occupe de tout. Ouais. En gros, toi, ton seul souci, entre guillemets, enfin, l'investisseur, ton seul souci, entre guillemets, si il y a des petits décalages de trésorerie, c'est faire attention d'avoir les fonds, une fois qu'il y a les loyers qui tournent, etc. Ouais, après, il peut demander un différé bancaire. Donc, non, ce que je veux dire, vraiment, ton souci, c'est pas de te dire, est-ce que le locataire, comment je vais le trouver, quel bien, le dossier, quelle banque, etc. Tout ça, c'est possible de le déléguer directement. Ton vrai souci, en gros, c'est de te dire, voilà, j'ai 1000 qui rentrent, j'ai tant qui sortent, comment je m'organise d'un point de vue pécuniaire, quoi. Ouais, en sachant que souvent, on leur dit de créer une SCI à l'IS et qui est indépendante avec son compte indépendant. Oui, bien sûr. Donc, et ce qu'on conseille aussi, c'est dans la mesure du possible de négocier un maximum de différés, quitte à le cutter plus tôt au besoin. C'est toujours plus facile de cutter un différé que d'en demander un plus tard. Et comme ça permet de créer de la trésorerie, en fait. Souvent, sur un entrepreneur, alors, ça dépend, il y a des négos, il y en a qui arrivent à pas mettre d'apport. Mais la plupart du temps, on a une demande des banques entre 10 et 15% d'apport. Donc, tu vois, sur un projet, on va dire à 500 000 euros, alors 200 000 euros, tu mets 20 000 euros d'apport si on te demande 10%. Sur un projet à 200 000 euros, grosso modo, nous, on arrive à avoir des loyers en face. Allez, pour simplifier le calcul, on va dire 1500. 1500 sur 12 mois, tu vois, on va dire qu'il reste 1300 dans la poche de l'investisseur si tu retires assurance PNO, charges comptables, etc. Ça te fait les 15 000 euros en 1 an et demi avec le différé bancaire, tu as remboursé ta trésorerie, tu as récupéré ta trésorerie de départ. Et en temps normal, sur les rendements, c'est à peu près combien ? Alors, nous, sur les rendements qu'on propose aujourd'hui, on est plutôt entre 8 et 10 selon la possibilité d'investissement. Parce qu'on est d'accord que du coup, le fait de mêler ces demandes, ça permet aussi de le louer plus cher. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Ça donc permet tu peux avoir des rendements plus élevés. On n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais plafonnement des loyers, par exemple, on n'a pas. Enfin, on l'a évoqué, mais... Ouais, on l'a évoqué brièvement. Sans entrer dans le... Mais voilà, on n'a pas ces sujets-là. Donc en gros, quelque chose que tu louerais en temps normal, peut-être 1000 euros, là, tu peux te permettre de le louer 1003. Ouais, c'est ça, c'est plus 20% au-dessus des prix du marché. Mais en fait, ça dépend. Là, on a tendance à essayer de rationaliser un peu, notamment en région, sur les loyers. Parce qu'on
on a envie de se dire aussi qu'on veut sortir. Tu vois, moi, je suis plus à l'aise. Enfin, je préfère vendre, actuellement en tout cas, ça me rassure de faire ça, de vendre du 8 à quelqu'un sur un marché où, aux entreprises, si on sort du 9, c'est bien, on sort un peu plus. L'année dernière, sur toutes nos opérations, les opérations qu'on a réalisées, euh, on a fait 49% où on a loué plus cher. 49% on a loué le prix de l'affiche et on a 2%, mais je ne sais pas exactement 1 ou 2%, ça doit être plutôt 2% parce qu'on n'a pas fait sans opération l'année dernière, mais une personne où on a loué moins cher. Donc on a loué, je crois que c'était 150 balles de moins de ce qu'on avait prévu. Donc il y a une fois où on s'est planté. Mais sinon, on est sur des loyers plus élevés ou des loyers qui sont au prix. Euh, et donc ça permet d'avoir un rendement. Si tu veux, même si on annonce 8, on sait que si demain il n'y a plus de société qui loue, parce que ça peut arriver, notamment sur Saint-Nazaire, on a quand même une dépendance si les chantiers de l'Atlantique ou Airbus ferment, ce qui semble peu probable, mais ce qui peut arriver. Là, on sait qu'on aura une baisse de demande et donc on va switcher peut-être sur de l'habitation pour une partie du parc qu'on a en gestion. Donc, tu vois, sur Saint-Nazaire, l'année dernière, je crois qu'on a créé plus de 200 chambres. Parce qu'on compte en nombre de chambres, du coup, vu qu'on loue à la chambre. Donc, on a créé plus de 200 chambres l'année dernière sur Saint-Nazaire, uniquement sur Saint-Nazaire. Donc, sur ces chambres-là, peut-être que demain, si on doit les switcher en colocation ou louer à des familles, on sera sur des loyers plus ou moins équivalents, en tout cas sur les derniers projets qu'on fait, voire même parfois, enfin pas meilleurs, mais ça peut arriver. Quand on loue un organisme public, ils sont souvent pas des gros loyers en face. Là, tu vois, par exemple, j'ai un mec qui nous a contacté. Il a 6 co-living sur Nantes, des gros co-living, entre 10 et 20 chambres. Il voulait louer, il loue entre 500 et 700 euros la chambre. En tout cas, c'est ce qu'il annonce sur son site. Tu vois, là, on va visiter avec un organisme public dans 2 semaines un de ses co-living pour le récupérer. En fait, la chambre, on va lui proposer à 400 balles. Mais en fait, quand il fait le calcul à l'année avec la vacance locative qu'il aurait, parce qu'il en a, vu qu'il a des prix élevés, en fait, il vaut mieux qu'il soit loué tout le temps à 400 balles la chambre que d'essayer de la louer à 650 et d'avoir 3 mois de vacances locatives dans l'année. C'est sûr. Donc, mis bout à bout, on arrive sur des loyers qui peuvent être plus élevés si on le veut, mais qu'on essaye de rationaliser par rapport au marché pour avoir une pérennité aussi de stratégie. Ok. Et d'ailleurs, même là, on parlait d'entrepreneurs ou de lever de la dette via une SCI ou autre. Ouais. Mais pour les particuliers, pareil, ça peut être intéressant parce que du coup, tu as aussi le plafonnement des taux. Ouais. Donc, avec des loyers un petit peu plus élevés ou plus sécurisés, entre guillemets, sur le long terme. Donc, ça reste aussi quand même intéressant pour le particulier potentiellement de le faire. De toute façon, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire en société, qui le font. Moi, j'ai investi à la campagne, donc j'ai pas pu le faire sur les logements que j'avais achetés au départ, parce que c'est quand même vrai que c'est plus facile de louer dans des villes ou en périphérie de grandes villes. Mais c'est vrai que là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des logements et qui veulent les louer, notamment en Ile-de-France, on a pas mal de réseaux. Enfin, louer à un organisme public, je comprends que ça puisse faire peur au départ, mais quand tu réfléchis rationnellement, c'est ce qu'il y a de beaucoup. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. D'ailleurs, pour la personne qui a déjà le logement, vous pouvez aussi accompagner ou vous faites vraiment que au moment de l'achat? Ouais, bien sûr. On récupère de plus en plus. On a commencé les publicités là, il n'y a pas si longtemps que ça. Notamment, tu vois, le co-living, là, c'est un gars qui est propriétaire. Il me dit, voilà, le mec, il me dit, je suis entrepreneur. On s'était rencontrés il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et il me dit, et à l'époque, on avait rendez-vous à Paris. Tu vois, je suis pas rancunier, hein, mais c'est peut-être l'aspect vautour où je me dis, bon, allez, mets ton ego de côté. On avait rendez-vous à Paris, il m'a planté au dernier moment. Ok. Et après, plus de son, plus d'image. Et là, il me rappelle et il me dit, ouais, c'est co-living. Après, pour nous, c'est intéressant. Tu vois, si on peut récupérer 100 chambres sur Nantes, c'est pas anodin, quoi. En gestion, ça nous fait un bel MRR. Donc, et du coup, il m'a parlé de ses biens et il m'a dit, ouais, on n'arrive pas forcément à les remplir. Est-ce que tu peux... Et là, c'était hier ou avant-hier, je crois. Tu vois, je te parle de trucs récents en plus. C'est vrai qu'on a pas mal de demandes où on a des propriétaires de plus en plus qui nous demandent pour qu'on loge. Okay. Après, il faut faire gaffe à pas tomber dans le truc où on essaie de maximiser le plus. On arrive à maximiser des loyers, mais c'est vrai que si je dois être 100% honnête, les entreprises qui payent plus cher, souvent on se les garde en contact pour les clés en main, parce que du coup ça nous permet d'avoir un rendement plus intéressant pour les investisseurs qui nous font confiance depuis le début. Le process de A à Z, quoi. Donc en général, les loyers qu'on arrive à proposer sur de la loc, c'est plutôt des loyers marchés, bon parfois un peu plus, mais
après des loyers marché de la coloc, donc finalement c'est quand même des loyers qui sont déjà maximisés. Oui, puis les avantages des baux, comme on disait. Exactement. Etc., quoi. Exactement. Okay. Avant de terminer, comme je demande à chaque fois, citation, recommandation de lecture. Citation. Alors attends, c'était quoi? J'en ai plein. Tu as réfléchi pendant le train? Bah, il y en a. Tout à l'heure, il a dit dans le train, là, le podcast qu'il disait. Rigueur. Non, il faut être premier, créer de la nouveauté et être. Je sais plus ce qu'il disait, mais c'était intéressant parce que ça correspondait pas mal à ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Je sens qu'il y a une attraction sur ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on a quelque chose d'assez novateur. Et donc du coup ça plaît bien. Puis ça répond à pas mal de stress de beaucoup de personnes aussi. Quand les gens ils veulent investir dans l'immobilier, souvent ils ont peur de louer leur logement, qu'on leur dégrade. Et puis même se dire la crise, est-ce qu'il va pas y avoir une baisse de prix, surtout aujourd'hui avec les taux qui restent quand même assez élevés. Il y a pas mal de gens que ça rassure et à qui ça plaît bien. Donc pour le coup. Mais pour répondre à je crois que vaut mieux. Alors je sais plus c'est quoi la citation, mais je crois, enfin c'est pas celle-là que je avais en tête, mais vaut mieux faire que pas faire. Enfin, tu sais, c'est un truc avec parfait là. Vaut mieux avoir fait que chercher à faire parfait. Enfin, tu sais, souvent on veut. Moi le premier, quand je fais de la vidéo, et on n'en a pas parlé, mais j'ai un podcast aussi. Alors maintenant que j'ai switché en termes de vidéo, mais enfin voilà. Ça s'appelle toujours pareil ou pas? Ouais, alors j'ai changé de nom. Maintenant on appelle, on a renommé à mon prénom parce qu'il n'y a plus d'intérêt de l'appeler Père Castor. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Mais en fait, il faut pas hésiter à tenter. Et souvent, on parle des belles histoires. Là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais moi, le podcast, j'ai pas réussi. Clairement, j'ai pas réussi. On a fait, je sais pas, 60 épisodes. La moyenne des écoutes par épisode, c'est 500 écoutes, quoi. Il y en a qui ont fait un peu plus, mais enfin même beaucoup plus parce qu'il y avait des gens qui avaient de la notoriété. Mais c'est vrai que c'était. Alors, ça a été très bien parce que j'ai rencontré plein de monde. Notamment, nous, on s'est rencontrés comme ça parce que je suis venu tourner chez toi comme ça. Ouais. Donc ça permet de rencontrer plein de gens et parfois de créer des liens, donc c'est plutôt cool. Mais il faut accepter de se planter et du coup c'est un peu ça l'idée de la citation, quoi. Sincèrement, je suis d'accord avec toi, le fait de vaut mieux faire que rien faire, parce que de toute façon t'apprends de tes erreurs et puis c'était... Non mais je crois que la citation c'est vaut mieux que ça soit fait plutôt que parfait et pas fait. Enfin c'est un truc un peu comme ça, quoi. Il y a des gens qui attendent vraiment que ça soit parfait pour le faire. Non, mais de toute façon, la perfection n'existe pas. Donc, si tu attends que ce soit parfait, tu feras jamais rien. Donc. Et finalement, tu fais. Enfin, moi, c'est parce que j'ai commencé dans l'immobilier en 2018 qu'aujourd'hui, on peut vendre ce service et qu'on a de la crédibilité parce qu'on a de l'antériorité. On a appris des choses. Tu ouvres ton esprit, ça te permet de faire d'autres choses. On a appris plein de choses, en fait. C'est pour ça aussi qu'on propose ce service-là aujourd'hui. Comme Mandela disait, je perds pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. C'est ta citation, toi? Non, pas forcément. Moi, j'aime bien. Tu vois, j'ai oublié, t'as un truc de mémoire, j'ai oublié aussi. Mais il y a plein de citations comme ça, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. De toute façon, perfection, ça n'existe pas. Et puis, ce qui est parfait pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Ouais. Et souvent, tu n'oses pas faire et tu dis, mais c'est pas le bon produit, c'est pas le bon service, c'est pas encore suffisamment bien pour que je le lance. Ouais. En fait, les gens, ils s'en rendent pas compte. Ouais. C'est toi, tu as tellement la tête dans le guidon, tu es un peu comme des œillères, tu vois que ton truc, donc forcément, tu vois tous les défauts. C'est comme, tu sais, quand tu vas avoir une asymétrie au niveau du corps ou un truc, ton nez, il te plaît pas, des choses comme ça. En fait, il n'y a que toi qui le vois. Ouais. Lance ton truc, et puis au pire, tu t'apprends des critiques, tu démarres petit à la limite, et puis après, tu verras et t'amélioreras. Et bien souvent, moi je vois quand j'ai démarré les vidéos en 2018, tu vois, pareil, je me disais, il faut qu'elle soit parfaite et tout. Et pour moi, tu vois, c'était plutôt, je me disais, ok, ça commence à être bien, mais j'attendais pas que ce soit parfait parce que je savais que ça allait pas l'être. Mais aujourd'hui, quand je vois, c'est dégueulasse. Mais on s'en fout. On a fait des vidéos en plus. Je crois qu'on est à plus de 500 ou quelque 769, 700. Je crois, j'ai vu. Donc, après, il y a les shorts aussi, donc ça compte pas trop. Mais c'est vrai que quand tu vois les tout début, tu dis c'est dégueulasse. Et si tu avais attendu que ce soit parfait, et même encore aujourd'hui, ça l'est clairement pas, tu feras jamais rien, quoi. Non, et puis après, il faut être, je pense qu'il faut être réaliste aussi. Moi, j'ai d'abord, déjà encore aujourd'hui, beaucoup de hauts et de bas. Et il faut accepter de faire et d'avancer. Et une autre citation qui me vient en tête, c'est no pain, no gain. Souvent, je me dis ça. C'est vraiment cette. C'est vraiment très dur. Et il y a des gens qui réussissent très bien et tant mieux. Mais moi, tu parlais du lotissement tout à l'heure. Je pense que si on regarde l'article et les vidéos que je faisais à l'époque, moi, je pensais que j'allais gagner. Franchement, les métriques économiques étaient là. J'allais faire 1 million de marge, grosso modo, sur l'opération.
Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. J'ai aucun problème à le dire. Hein. L'opération, le terrain, je l'ai acheté 66 000. Au total, ça m'a coûté, je crois qu'on est autour des 120 000 euros parce que j'ai déposé un permis d'aménager, ça coûte de l'argent, etc. Il y a pas mal de frais qui sont juste à poser. L'opération, au départ, Next City m'avait fait une offre de mémoire à 280 000 euros. Et finalement qui a été baissé comme peau de chagrin parce qu'on a baissé la proportion de logement social, raison qu'on a évoquée tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai une double offre selon les acceptations qui seront faites, soit à 90 000, soit à 140 000. Donc, dans un cas, je perds 30 000 balles, dans un cas, j'en gagne 20 000. Donc, autrement dit, pas grand-chose. Et encore, je ne sais même pas si j'en gagnerai 20 000, parce que si je regarde les coûts cachés que je n'ai pas comptés, genre taxes foncières et compagnie. Comme le temps que tu as passé, etc. Exactement, je ne gagne pas d'argent. Et donc, il faut accepter. Mais je suis OK avec ça, parce que, déjà, je n'ai pas fait de crédit sur cette opération, donc ça me permet de mieux supporter le sujet, même si c'est quand même beaucoup d'argent pour moi qui sont investis sur cette partie-là. Il faut accepter que il y a des évolutions de marché. On a un marché qui, en 2021, lorsque j'ai regardé le lotissement, je crois 2021, était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et il y a un temps de marché sur l'immobilier professionnel et véritablement professionnel, aménagement, promotion, qui est totalement différent et décorrélé de l'investissement locatif, comme on a pu en parler aujourd'hui. Voilà, il faut accepter de se dire que c'est dur, ça va être compliqué, il faut faire pour avancer. On se trompe, on se plante. Et moi, le premier, encore aujourd'hui, je fais plein d'erreurs. On essaie d'apprendre et de faire au mieux. Ce qui est important, je pense, c'est d'essayer d'avoir, dans la mesure du possible, et de tout faire pour respecter sa parole, de s'engager, d'essayer de... J'allais dire, je te jette un pic de manière indirecte, mais de bien s'entourer. Et ça, c'est vraiment difficile, de trouver les gens qui sont... Peut-être parfois, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que j'étais vautour, mais je pense mais tu as raison, et tu as raison de le dire. C'est la vérité. C'est la vérité. Enfin, je suis peut-être pas, je sais pas si c'est vautour, mais en tout cas, je suis opportuniste. Je suis là pour mais je suis totalement d'accord. Aller chercher. Attention, c'est pas une critique. Hein. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout pris mal, mais par contre, tu vois, je pense que quand je dis un truc, j'essaye de faire respecter ma parole, de m'engager. Tu vois, enfin, je te dis la vérité. Hier soir, je me suis dit, nique sa mère de me taper le train de matin à 7h. Mais je me suis engagé. J'avais demandé, en plus c'est moi qui t'ai demandé pour venir, t'as été hyper cool de me dire vas-y, si tu veux on le fait, etc. Donc voilà, c'est vraiment respecter ce sujet-là, même si des fois on reste des humains et du coup, tu vois, par exemple ce soir j'ai dit que je venais, il y a un monde où je réfléchirais à 2 fois y aller, parce que je veux respecter ma parole, donc je veux y aller, mais il y a un autre côté de moi qui dit Amaury, là t'es fatigué, j'étais à Lisbonne ce week-end, je suis rentré mardi soir, là on vient à Aix, ce week-end je vais à Lyon, enfin il y a un moment, il faut accepter aussi de se reposer un petit peu. Mais peut-être que je passerai juste donner une tête et puis je partirai plus tôt que prévu. Mais voilà, c'est vraiment le message que je veux passer. C'est de toute façon, c'est rempli de... Et il y a plein de gens que je vois, même s'ils ont des success stories très importantes, parce qu'avec le podcast, j'ai pu en rencontrer pas mal qui avaient très bien réussi. La réalité derrière la caméra, c'est qu'ils subissent. Et que là, j'ai des gens que j'ai passés sur la chaîne qui ont... c'est probablement les gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui ont la plus grosse réussite aussi jeune. Je ne les citerai pas parce qu'ils m'ont demandé il y a 2 semaines de couper une partie de la vidéo parce qu'ils disaient trop de trucs et ils avaient peur de se faire niquer parce qu'ils sont en train de se faire redresser. Donc c'est beau en théorie, en pratique ils subissent beaucoup et donc c'est pas simple. Ah, mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que quelle que soit la réussite, entre guillemets, parce que réussir pour certains, c'est pas du tout une réussite pour d'autres. Donc après, c'est chacun aussi ses modes de vie, comment il mène sa vie. Pour un, ça va être lui, il a rien fait, alors qu'en fait, il est très heureux comme ça, et tant mieux pour lui. Très bien, Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que on fait tous des conneries. Moi, le premier, je suis constamment en train de faire des conneries. Une de mes décisions l'année dernière, ça a été une de mes plus grosses conneries. Bon, on apprend de nos erreurs. Et puis... Mais encore une fois, moi, ce que je dis, c'est, je suis d'accord avec toi, vaut mieux faire que rien faire. Et puis, surtout quand tu as l'âge, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc, et il faut accepter aussi le prix. Il y a quand même un prix à payer. Pour le coup, on a un de nos investisseurs qui a très très bien réussi, qui a 34 ans, je crois, qui a une boîte qui est valorisée 40 millions d'euros. Il a une grosse proportion du capital, donc c'est quand même une belle réussite. C'est un de nos clients aujourd'hui. Physiquement, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et c'est pas méchant quand je dis ça, mais il est presque gris. C'est-à-dire que tu vois ta couleur de peau, tu vois la mienne, tu vois qu'il a eu un tel niveau de stress tellement élevé que, à mon avis, ça a dû être difficile mentalement.
et ça s'est transcrit sur son corps. Ah non, mais Donc il faut, voilà, il faut accepter qu'il y a des choses qui sont difficiles et donc des fois, aller voyager de temps en temps et machin et profiter de la vie, pas toujours le mauvais choix et voilà, il faut. Enfin bon, bref, tu m'avais demandé la citation, Citation, est-ce que tu lis un petit peu ou pas? Parce que des fois, je dis, souvent je dis, est-ce que tu as 3 livres à recommander? Le mec me dit, en fait, je lis pas. Alors, je lis moins aujourd'hui, malheureusement, parce que j'adore. Enfin, je sens que quand je lis, je suis au top intellectuellement. Donc, il faut que je lise beaucoup plus, mais je fais moins l'effort. En classe préparatoire, on avait l'obligation de lire des livres, donc c'est le moment où j'ai le plus lu. Du coup, est-ce que j'ai 3 livres à recommander? Merci pour ta question, parce que souvent on te demande un livre, et c'est vrai qu'un livre, c'est pas facile. Écoute, j'en ai un que j'ai adoré, c'est juste une histoire qui m'a beaucoup plu, c'est Le Parfum de Patrick Suskind. Je sais pas si tu l'as déjà lu, mais vraiment, cette histoire m'a capté. Donc là, c'est plus une histoire de romance que j'invite les personnes à lire s'ils le souhaitent. Après, je vais citer un copain parce qu'il m'a rendu service. J'ai pas encore lu son livre, mais il vient de le sortir. C'est la MDB, c'est le livre de Yoni le marchand de biens, MDB Academy, que vous pouvez retrouver sur Amazon à minima. Donc c'est un copain qui vient de le sortir et donc ça me fait plaisir de recommander son bouquin, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire, mais c'est des copains qui l'ont lu, a priori il est très bien. Et le 3e livre que je recommanderais, écoute, je vais sortir des sentiers battus, je vais plutôt recommander un film, si tu veux bien, parce que je crois... Est-ce que c'est un film adapté, c'est une adaptation d'un livre? Ouais, toi, ça pourrait être Harry Potter. Je vais même te donner un tip plutôt. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que les films que j'adorais le plus, c'était les films inspirés de faits réels. Ouais, donc, moi j'adore aussi. C'est plus un genre de film que je vais donner. Ouais. Et d'ailleurs, les bouquins, c'est un peu pareil, je crois. Mais même si j'aime bien aussi. Tout ça. Ouais, j'aime beaucoup les films vraiment qui te racontent une histoire. Parce que on adore ça aussi avec Céline. Ah ouais. En 2 types, c'est suspense et inspiré de faits réels. C'est génial. The Social Network, je trouve que c'est moi, j'aime beaucoup. Il y en a plein de films inspirés de faits réels que j'ai. Les Nageuses, je crois, c'est un film qui retrace une dame, je crois, d'une 50aine d'années qui a traversé, je sais plus, elle est partie des États-Unis, elle est allée sur une île à la nage. Enfin, c'était un truc de ouf, genre elle a nagé pendant pas mal de jours. Enfin, il y a plein de gens qui ont des histoires de vie de fous. Pareil, autre sujet, on vit dans un monde hétérogène et souvent les gens qui nous entourent, ils sont homogènes, ils nous ressemblent. Et du coup, on a tendance à pas voir ce qui se passe ailleurs. On est salarié chez Total, on a l'impression que tout le monde est salarié chez Total. Enfin, j'exagère, mais... Non, mais c'est vrai. Hein, et donc, il faut pas hésiter. Enfin, c'est bien de... Ce qui est bien avec les films inspirés de faits réels, c'est souvent, si on regarde un Marvel, c'est sympa, c'est une histoire... Mais ça n'a pas tellement de réalité par rapport à ce qui peut exister, même si ça se trouve, ça existe et qu'on n'est pas au courant. Mais en tout cas, ça n'a pas vraiment... Alors que les films inspirés de faits réels, ça retrace les histoires de vie des gens et du coup, des fois, ils ont presque des vies aussi intéressantes que dans les Marvel. Donc, c'est vrai. Ça vaut le coup de les regarder. Merci beaucoup. Merci Mathieu d'avoir accepté de m'inviter, c'est très sympa. Merci à toi d'être venu, et puis maintenant tu vas te retaper 3 heures pour remonter à Paris.